Et donc bonjour à tous, bienvenue pour ce cours d'hébreu avancé. Je suis heureux de vous retrouver pour ce semestre. On va encore bien s'amuser et regarder des textes hébreux qui sortent un petit peu des sentiers battus, que vous n'avez peut-être pas l'habitude de travailler, mais c'est le but du jeu, que vous puissiez vous améliorer en hébreu et découvrir la richesse de la littérature hébraïque ancienne. Alors pour commencer ce semestre, je vous ai envoyé un petit texte. Je vais vous le montrer, il faut que je le retrouve ici, voilà, comme ça, hop. Donc, voilà, je vous ai envoyé ce petit texte. Alors, vous voyez, qui vous paraît surprenant. Les lignes sont très courtes, il y a des points partout. J'ai eu d'ailleurs un message de l'un ou l'autre d'entre vous, mais pourquoi il y a des points comme ça? Alors, je lui ai dit, bah, c'est pas moi qui les ai mis, ils sont dans le texte. Alors, qu'est-ce que c'est que ce texte? Je vais vous le montrer tout de suite. Je vais vous montrer ça à l'écran. Voilà le texte en question. Il est là. C'est donc un texte qui a été découvert dans la Shfela en Cisjordanie actuelle et donc qui fait partie d'une collection dont un collègue et moi avons été chargés de la publication. Ça ne devrait pas tarder, ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Ce sont des débris de poterie. Vous voyez, pour vous dire, enfin, la taille réelle de ça, ça tient dans la main. Hein, c'est un petit morceau qui peut tenir dans la main comme ça. Et c'est un débris de poterie. Alors, des débris de poterie, comme ça, on en a beaucoup dans cette collection. Vous voyez, je vous les montre tous. On en a. euh, Pardon. oui. Alors, quelqu'un a une question à poser? Excusez-moi. Pardon, monsieur. Oui. Donc, ça saute, donc il nous manque des bribes de ce que vous dites. Ah, alors écoutez, ça, je n'y peux rien, malheureusement. Puisque pour ma part, je suis connecté sur le réseau de l'université. Et donc, il y a peut-être des problèmes au niveau du réseau Internet de l'université. Mais là, vraiment, je ne peux strictement rien y faire. Voilà. D'accord. Je, Bon. je suis je suis vraiment désolé, je suis confus pour vous, mais on est tributaire Ben, à de la ce moment-là, si vous permettez, on interviendra si quelque chose d'important nous semble Oui, avoir été raté. bien sûr, Voilà. n'hésitez pas à poser des questions et voilà, bien sûr, s'il y a Merci. besoin Merci. de D'accord. répéter. Voilà. Donc, ce que je disais, donc, c'est qu'il y a donc cette collection qui compte plus de 450 inscriptions qui sont inscrites sur des débris de poterie. Alors, vous imaginez, il y a tout type de poterie. Des fois, on voit là, vous voyez, vous avez une sorte de bol ici. Vous avez même le bas, vous voyez, du bol. Imaginez, voilà, prenez une assiette ou un plat. On le voit par en dessous, n'est-ce pas? La plupart du temps, c'est sur le côté, c'est la paroi d'une jarre. Parfois, on a même, à un moment donné, on a une jarre complète vers la fin. Vous voyez, ici, là, on a. Alors, c'est pas une jarre d'ailleurs, ça c'est une sorte de cruche. Donc voilà, vous avez comme ça une inscription. Celle-ci, elle a été gravée. Vous voyez, elle a été gravée dedans pour indiquer le propriétaire, les Ravli, donc quelqu'un qui s'appelle Monsieur Ravli. Voilà, donc il y a comme ça tout un tas d'inscriptions de plus ou moins grande taille. Celle-ci, on a pu recoller plusieurs morceaux de jarre. Donc là, ça fait une taille assez importante. Hein. Cet engin-là, on a une bonne partie de la jarre. Donc j'ai retrouvé comme ça en regardant des morceaux qui étaient disjoints au départ. Je me dis mais attendez, en fait ça se recolle. Voilà. Donc voilà tout ce qu'on a comme inscription dans cette collection. Alors pour vous dire d'où ça vient, alors ça vient du marché des antiquités, ce qui est toujours un problème évidemment, parce qu'on préférait que ce soit trouvé dans des fouilles régulières, mais malheureusement, ça n'est souvent pas le cas. Le site d'où ça vient, c'est probablement le site biblique de Makeda, ce qui correspond aujourd'hui à Khirbet El-Kom. Euh, El-Kom, un site à la frontière, alors la frontière actuelle de la Cisjordanie, bah, je peux vous montrer je vais vous montrer ça sur une carte, c'est peut-être plus simple sur une carte moderne. Je vais vous mettre ça ici tout de suite. Voilà. Vous allez voir ça. Oui, effectivement, la connexion Internet est un peu lente. Alors, hop. Voilà, on va aller faire un tour par là. Donc ici, vous avez
les frontières entre Israël et la Cisjordanie. Et donc ici, vous avez la ville qui s'appelle Idna. Alors Hébron, hein, vous connaissez Hébron, hein, pour vous repérer sur la carte, vous avez Jérusalem là en haut. Ici, vous avez Hébron. Et donc, à mi-chemin entre Hébron et Lachish, qui est un site archéologique important, hein, où il y a encore le siège, la rampe néo-assyrienne, etc., de la prise de Lachish. J'ai écrit un article d'ailleurs dans l'encyclopédie du judaïsme sur cette bataille de Lachish. Bref, à mi-chemin, à peu près, là, vous avez une ville qui s'appelle Al-Koum. Al-Kaum, en fait, en arabe, il y a une contraction de la diphtongue, Kaum, qui donne Koum, Koum, comme vous voulez, au sud d'Idna. Et donc, dans cette région-là, il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été faites en 67, quelque chose comme ça, au moment de la guerre de 67, donc des fouilles de sauvetage rapides qui ont découvert des complexes souterrains, des grottes aménagées, des inscriptions sur des murs, quelques débris de poterie inscrits, etc. Mais ensuite, le site n'a pas été fouillé depuis, pas de fouilles régulières, mais des Palestiniens, en faisant probablement des constructions, parce qu'aujourd'hui il y a plein d'immeubles, hein, dans les années 60 c'était rien, c'était la campagne, mais là aujourd'hui il y a plein d'immeubles partout, et bien en faisant des constructions, on trouvait des choses évidemment, et les ont vendues sur le marché des antiquités. Donc ça, c'est toujours un problème, évidemment, parce que bon, c'est du pillage, évidemment, donc c'est très mal, il faut pas le faire. On perd évidemment toute la stratigraphie, le contexte archéologique. Manifestement, c'est un complexe assez important. On a retrouvé des centaines d'inscriptions, on a des textes administratifs, des textes qui sont militaires, il y avait peut-être une garnison militaire, etc. On aurait aimé pouvoir avoir les bâtiments, tout le contexte, etc. Donc tout ça, c'est perdu. Mais bon, voilà, on n'y peut rien, c'est fait, et on essaie quand même de sauver ce qu'on peut, en particulier ces inscriptions. Alors, le support est un petit peu original, on n'est pas trop habitué, nous, en faculté de théologie, à travailler sur des ostracas. Vous avez plutôt l'habitude de travailler sur des éditions imprimées de textes hébreux, éventuellement sur des manuscrits. Au semestre dernier, on a regardé un manuscrit de Qumran, on en refera, donc ils sont sur parchemin ou sur papyrus. Là, on a un support différent, un support dur, puisque c'est donc de la céramique, de la poterie et des morceaux de poterie. Alors en fait, ce sont des morceaux de poterie. Alors non pas que la poterie a été cassée exprès pour servir de support d'écriture, c'est simplement qu'à un moment donné, une jarre, elle se casse, forcément, ça finit toujours par arriver, et donc ça part à la poubelle et on recycle. Et voyez-vous, dans l'Antiquité, on aimait bien recycler. Et donc à ce moment-là, on prend un débris de poterie qui part à la poubelle et on l'utilise pour écrire des choses dessus. C'est des choses qu'on fait encore aujourd'hui. Vous prenez le dos d'une enveloppe pour faire votre liste de courses. Voilà, ça coûte rien et ça sert un petit peu de pense-bête. Et donc, on va avoir des textes comme ça qui sont effectivement des textes de la vie de tous les jours, justement des petits documents avec des listes de personnes, des listes de quantités, des lettres aussi. Alors, pas forcément des belles lettres diplomatiques. On imagine que si un roi écrit à un autre roi, ce sera sur un beau papyrus. Mais si c'est juste un militaire qui écrit à un autre d'une garnison à l'autre, vous êtes à Lachish et vous êtes à Makeda. Donc, je vous remontre donc les sites. Voilà, ça, c'est les noms bibliques. Hein. Makeda est mentionné dans la Bible. Vous l'avez mentionné dans le livre de Josué, etc. Et donc, on peut tout à fait s'écrire sur ce genre de support. Euh, alors évidemment, donc c'est pas très joli, c'est pas aussi beau qu'un papyrus, mais l'avantage c'est que le papyrus, lui, va se désagréger avec le temps puisque c'est un support organique, alors que là on a un support minéral. Et donc la pierre résiste beaucoup mieux au temps que tout ce qui est organique et qui va se désagréger. Vous voyez, dehors, là, c'est bien, on a eu de la neige cette nuit, c'est très joli, la végétation tombe, elle tombe en terre, elle se dissout, c'est le cycle de la vie, c'est merveilleux. Pour nous, archéologues, évidemment, ça veut dire que beaucoup de supports organiques ont disparu. Et c'est le cas de la plupart des papyrus, à part un papyrus, peut-être deux ou trois, selon voilà, l'authenticité ou non de ce qui arrive sur le marché des antiquités. On peut trouver, mais c'est très rare. La plupart du temps, ce qu'on a, c'est ça. Donc en fait, on a à la fois des supports qui ne sont pas nobles, mais qui, d'un autre côté, paradoxalement, vont beaucoup mieux résister au temps et vont nous donner une source d'information. Donc là, on a des inscriptions qui datent.
aux alentours de 600 avant Jésus-Christ. La datation, malheureusement, on n'a pas de datation stratigraphique, on n'a pas le contexte, comme je disais, c'est arrivé sur le marché des antiquités. Donc on le fait sur la base de la forme des lettres. On n'écrit pas de la même manière 800 ans avant Jésus-Christ et 600 ans avant Jésus-Christ. Donc voilà, il faut se situer à peu près dans cette fourchette-là. Il y a certaines inscriptions qui peuvent être un peu plus anciennes que d'autres. On a une ou deux où on a des années de règne, mais on ne dit pas de quel roi. Donc on dit là, la cinquième année, la cinquième année, mais de quel roi, vous voyez. Donc forcément, si c'est des documents qui ont une visée éphémère, on sait de quel roi on parle. Vous voyez, je vous écris une lettre. Bon, voilà, a priori, vous la recevez quelques jours après. Il ne s'est pas passé beaucoup de temps entre les deux, donc on n'a pas besoin de savoir de quel roi il s'agit. Euh, donc malheureusement, si on avait le nom du roi, on pourrait dire tout de suite de quand ça date, mais là, on ne sait pas. Alors on a quand même la chance qu'une ou deux de ces inscriptions aient des années de règne longues. On a la 22e ou 26e année du règne. Il n'y a pas beaucoup de rois de Juda qui ont eu des règnes aussi longs. Donc, on pense au règne de Josias, notamment, qui colle bien avec la période qui nous intéresse. Et donc voilà, donc ça pourrait être, certaines inscriptions pourraient être de l'époque de Josias, donc on va dire, on serait un peu avant 600, peut-être en 610, 620 avant Jésus-Christ, ça peut être après, en 590, bref, vous voyez, toute cette période-là, la fin du royaume de Juda, on va dire. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, l'écriture elle-même, c'est l'écriture hébraïque ancienne. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette écriture, peut-être pas, vous n'avez pas appris cette écriture, vous avez appris l'hébreu carré. Donc, il faut quand même peut-être que je vous montre à quoi ça ressemble. Comment je vais faire ça? Ah bah si, je vais vous montrer un tableau paléographique tout simplement. C'est ce qu'il y a de plus simple. Je vais vous montrer des tableaux paléographiques. Alors, où est-ce que je dois en avoir sous le coude quelque part? Là, non, c'est pas ça, c'est ça. Bon, qu'est-ce que je vais vous montrer comme euh, ce serait bien que je compare un peu. Vous voyez un peu la différence avec. Ça, c'est un peu compliqué tout ça. Je regarde rapidement quelque chose qui pourrait être bien. Bon, bah ça, par exemple, 1903, c'est un peu vieux peut-être, mais bon, après tout, pourquoi pas. Euh, je regarde un truc qui pourrait être bien pour vous, mais pas trop compliqué. Oui, bah si, c'est assez simple ça. Allez. Alors là, pardon, j'ai pas d'hébreu, j'ai du phénicien. Tac, 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 tac. Je vais regarder chez Gibson. Voilà. Allez, c'est très bien. Euh, Comme ça, vous verrez. Attendez, tout ça, c'est de l'araméen. Je suis en train de vérifier. Non, c'est bon, j'ai des trucs en hébreu. Bon, de toute façon, c'est à peu près le même. C'est à peu près le même alphabet. C'est pas très grave. À ce stade-là, il suffit de vous montrer n'importe quoi. Ça va aller. Alors, là, vous avez donc cet alphabet paléo-hébreu. Vous avez dans la colonne, regardez ici, là, vous avez l'alphabet en carré, là, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, etc. Donc là, vous l'avez en colonne. Et ensuite, vous avez un certain nombre de colonnes avec justement la forme des lettres dans différentes inscriptions. Euh, bon, voilà. Et là, par exemple, vous avez, si vous prenez cette colonne-là, ce serait peut-être bien que je vous montre quand même rapidement à quoi ressemble l'alphabet. Voilà, vous avez ici donc l'alphabet, alors qui ne ressemble pas beaucoup, mais qui en fait est l'ancêtre, hein. Il faut bien comprendre que l'alphabet hébreu, l'alphabet tout court en fait, dérive des hiéroglyphes égyptiens. On a déjà des cas dans les inscriptions qu'on appelle proto-sinaïtiques ou proto-cananéennes, qu'on retrouve dans la péninsule du Sinaï, dans des mines, notamment des ouvriers sémites qui travaillaient pour les Égyptiens dans des mines c'est des mines de quoi? Des mines de cuivre? Et non, il y a des mines
Il y a autre chose aussi. Enfin bref, voilà. Donc, il travaillait pour les Égyptiens et il voit les Égyptiens utiliser des hiéroglyphes et il dit, tiens, c'est une très bonne idée, on va faire pareil. Et donc, on va adapter les hiéroglyphes égyptiens pour en faire donc j'ai un truc un peu plus propre là, peut-être que je vais vous montrer. Euh, J'aurais aimé vous montrer une écriture un peu plus facile à lire pour vous. Enfin, je vais vous montrer ça. Et on en fait donc on va les linéariser et les simplifier. Donc là, vous avez un truc un peu plus schématique. Ça, c'est plus facile peut-être pour vous à voir. Si vous regardez les traits. Alors, vous voyez ici, par exemple, donc le Aleph, en fait, est à la base une tête de bœuf, hein. Il faut le retourner, il faut l'imaginer. Voilà, vous faites une tête de bœuf avec donc la tête, les cornes je vais vous le dessiner parce que c'est quand même plus simple. Je vais vous montrer ça vite fait. C'est sûr que si vous savez pas ça, voilà. Donc vous faites un truc un peu comme ça, là, hop, et normalement vous faites les yeux, enfin bref, voilà, et ça vous fait une tête de bœuf parce que Aleph, Alf, ça veut dire bœuf dans les langues sémitiques. Et donc cette lettre-là, donc au départ, qui est donc voilà, vous pourriez faire une petite bouche, tout ça, enfin bref, bon. Mais donc tout ça va être évidemment simplifié, linéarisé comme on dit, c'est-à-dire qu'on fait des lignes. Au lieu de faire des dessins, on va faire des lignes. Et puis ensuite, ça va effectivement pivoter. Il va y avoir on va le pivoter comme ça. Donc ça, c'est le Aleph que vous allez trouver dans nos inscriptions. Et puis après, on va encore le pivoter. Et puis, ça va faire le A majuscule qu'on connaît en grec et en latin et en français. Hein, notre A majuscule français, c'est ça d'ailleurs. On peut regarder. Voilà, c'est un A majuscule français. Donc voilà, si vous le saviez pas, maintenant vous le savez. En fait, le A majuscule français, c'est une tête de bœuf à l'envers. Donc c'est ça la création de l'alphabet. Et là, on le voit déjà vers le XVIIIe siècle avant notre ère. Donc c'est vieux, hein, ça date déjà il y a 4000 ans. Hein. Donc il y a 4000 ans déjà, on a l'idée. Alors évidemment, il y a 4000 ans, ça ressemblait pas à ça, évidemment. Euh, Ça ressemble vraiment à des hiéroglyphes. Et ça va rester sous forme de dessin ou de pictogramme, ou appelez ça comme vous voulez, assez longtemps. C'est-à-dire qu'on a des inscriptions, par exemple à Lachish, si je vous remonte le site de Lachish que je vous montrais tout à l'heure, là, à Lachish, on a des inscriptions du bronze récent, vers 1200 avant notre ère. Donc l'époque dans la Bible, si vous voulez, je sais pas, de Josué, enfin voilà, où on a encore ces dessins un petit peu primitifs, on va dire, hein, ce qu'on appelle le proto-alphabet ou le voilà, voilà, un truc comme ça, l'alphabet un peu primitif. Et donc, même à Jérusalem, on a une inscription du Xe siècle avant notre ère. C'est l'époque dans la Bible de Salomon, si vous voulez. Là encore, le dessin est assez primitif. Euh, et ensuite, il va y avoir une bascule. Alors, quand est-ce que ça se situe? C'est l'objet de débat. Il va y avoir encore un article dans le prochain numéro de Semitica que je suis en train d'éditer, vous voyez. Donc c'est un débat ongoing, comme on dit là. On est toujours en train de poser la question parce que les problèmes de datation, de stratigraphie, voilà, des inscriptions, voilà, est-ce qu'elles datent de telle époque ou de telle époque, à 50 ans près, tout le monde se bat. Mais à un moment donné, il y a un point de bascule puisqu'on va avoir une sorte de linéarisation et on arrive à vers 800 avant notre ère. Et là, à partir de 800 avant notre ère, vous avez des inscriptions. Voilà, comme là, la première à gauche, que vous voyez, c'est la stèle de Mécha, ici, et donc qui date d'environ 800 avant notre ère. Et d'un seul coup, en 800 avant notre ère, donc il se passe quelque chose vers le 9e siècle, on va dire, et il y a une linéarisation de l'alphabet. Alors la question c'est où ça se produit d'abord. Il y a des gens qui disaient c'est d'abord en Phénicie, parce que c'est le même alphabet qui est utilisé un peu partout sur la côte levantine. Hein, si je prends un peu de distance là, vous allez avoir à peu près, que ce soit à Damas, voyez, on est en Syrie, ou même au nord de la Syrie, à Zinjiri, que ce soit au Liban actuel, hein, donc chez les Phéniciens, ici jusqu'en Philistie, donc du côté de la bande de Gaza. Donc dans toute cette région-là, on a le même alphabet. Et à un moment donné, il va donc être linéarisé, standardisé. Et ça se fait de façon, alors la question c'est où d'abord en premier, comme je vous dis, c'est une question de datation. Il y a des grands débats sur les datations des premières stèles. Mais on va dire que quand on arrive à l'époque de la stèle de Mécha ou de la stèle de Tel Dan, eh bien l'alphabet, ça y est, il est déjà, donc fin 9e siècle, il est déjà super linéarisé, super standardisé, et on commence même à avoir des petites différences géographiques qui permettent de dire, ah oui, du côté araméen, c'est plutôt comme ça,
Du côté hébreu, c'est plutôt comme ça. Du côté phénicien, c'est plutôt comme ça, avec des hampes qui sont un peu plus longues. Ah, le trait, il est un peu plus étroit, plus long, machin, etc. Alors, la question, c'est de dire, est-ce que c'est des écoles de script différentes? Donc, les gens ont dit, nous, on écrit plutôt comme ça, nous, plutôt comme ça. On fait des traits plutôt longs, plutôt courts. Tiens, le Aleph, on va le faire en, vous voyez, par exemple, au lieu de le faire comme là, c'est le trait du milieu, le Aleph. Il y en a qui vont dire, bah, écoutez, voilà, moi, je vais faire mon Aleph euh, euh, en le faisant comme ça et comme ça. Vous voyez, voilà, ça, c'est un petit, au lieu de, vous voyez, le petit trait ici, là, a disparu. Vous voyez, donc il y a des petites variantes comme ça. Alors, est-ce que c'est des variantes de chaque script? Donc, chacun écrit différemment. Vous et moi, on n'écrit pas de la même manière. Mes deux parents n'écrivent. Moi, je savais quand j'étais gamin si c'est mon père ou ma mère qui avait écrit. Donc, je pouvais distinguer. Donc, on peut dire que chacun a écrit. Donc, est-ce que c'est des variantes qui sont propres, idiosyncratiques, comme on dit, ou bien est-ce que c'est des écoles de script régionales en disant, voilà, ça permet de distinguer les régions. En tout cas, voilà, donc les inscriptions majeures de cette époque-là, qui sont emblématiques donc de cette normalisation de l'écriture, c'est des stèles, il y a des stèles évidemment célèbres, comme les stèles de Mécha et les stèles de Tel Dan, qui sont par ailleurs des stèles que vous devez connaître, parce que pour l'histoire de la Bible, puisque la stèle de Mécha, c'est la plus ancienne mention du tétragramme, peut-être aussi une mention de la maison de David. J'ai écrit un article à ce sujet qui est paru il y a quelques années. Vous pouvez le télécharger sur mon site internet. Euh, et euh, je discute, vous voyez, de certains points de lecture, et notamment vers la fin de la stèle, où est-ce que c'est? Oui, voilà, ici, alors, attendez, non, je vais aller un peu plus loin pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, ici, donc, vous avez ici Bet David, Bet Tav Dalet Vav Dalet, donc c'est-à-dire la maison de David à la fin de la ligne 31. Donc la stèle de Mécha est une stèle très importante pour l'histoire de la Bible, mais aussi pour l'histoire de l'alphabet. L'autre stèle qui est très importante, parce qu'elle contient la mention de David et de façon pas ambiguë du tout, c'est la stèle de Tel Dan, qui a été découverte il y a une trentaine d'années. On a fait un colloque à Jérusalem pour célébrer le trentenaire. J'ai été invité et j'y étais en juin dernier. Et je viens de publier un article, donc celui-là, vous ne le connaissez pas parce qu'il vient juste de paraître. Et donc, je ne l'ai pas encore mis sur mon site internet. Ça, c'est la stèle de Tel Dan. Elle est au musée à Jérusalem. Elle est fragmentaire en 3 morceaux. Et donc, j'ai écrit un article qui fait beaucoup parler de lui, puisque j'explique qu'en fait, ces 3 morceaux n'ont pas été copiés par les mêmes scripteurs, par le même graveur, et que donc il ne faut pas les positionner comme ça. Ils ont été collés ensemble, et les archéologues qui les ont découverts ont dit en fait on va coller les morceaux comme ça. Et donc depuis 30 ans, tout le monde lit la stèle comme ça. Même moi, je me disais quand j'étais étudiant, enfin bref, voilà. Et là, en fait, j'ai découvert que non, en fait, ces 2 morceaux-là ont été copiés par quelqu'un d'autre que ces 2 morceaux-là, et donc on ne peut pas les mettre comme ça. Donc maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est la prochaine étape, on va réfléchir, on n'y est pas encore. Mais voilà. Et donc là, vous voyez la mention de Bet David, vous voyez ici, Bet Yod Tav, Bet David, Dalet, Vav, Dalet. Alors évidemment, tout ça, ça suppose que vous connaissiez l'alphabet ancien, qu'on va appeler paléo-hébreu, mais sauf que là, vous voyez, c'est de l'araméen, hein, donc en fait, c'est pas un alphabet spécifiquement hébreu. Là, vous avez un certain nombre d'inscriptions. Vous voyez, la deuxième colonne, c'est Kilamoua, donc ça, c'est de l'hébreu, Zakir aussi, etc. Donc, tout ça, donc en un, c'est la stèle de Mécha, c'est du moabite. En deux, c'est de l'araméen. Donc, en fait, c'est le même alphabet. Grosso modo, que vous soyez chez les araméens, chez les hébreux, chez les phéniciens, vous avez le même alphabet, l'alphabet tout court. Donc, ça, c'est le Aleph. Je vais faire les lettres rapidement, hein. C'est pas un cours de paléographie en tant que tel, mais bon, comme ça, vous savez. Donc, le Aleph, je vous ai déjà expliqué, vous voyez, ça ressemble grosso modo à ça, vous voyez, avec des différences, bon, voilà, hein. Ensuite, le Bet, je vais vous le décider comme je peux à l'écran. Le Bet, on va faire une tête triangulaire. Donc, vous faites une tête triangulaire comme ça. Et ensuite, le triangle, vous le prolongez. Et puis, à un moment donné, vous allez faire un coude. Alors, il peut être anguleux ou bien arrondi, hein. Vous avez des formes un peu plus arrondies selon, voilà, vous pouvez le faire comme ça. Voilà. Donc ça va être des variantes que vous allez observer. Donc ça, c'est la lettre Bet. C'est aussi l'ancêtre du Bet tel que nous on le connaît, c'est-à-dire qu'il faut s'imaginer la rotation de cette lettre, l'ouverture,
qui va faire que ça va faire à un moment donné un truc un peu comme ça, et on va revenir en arrière, ça va finir par faire un truc un peu comme ça. Donc à chaque fois, dites-vous que les lettres sont les ancêtres de l'alphabet carré. L'alphabet que vous avez appris, qui est l'alphabet carré, il y a les ancêtres. Ensuite, le guimel, je vais vous le montrer. Là, vous avez ici le guimel qui a une forme toute simple. Vous voyez, vous allez faire une sorte de clou, tout simplement, comme ça. Euh, voilà. Le dalet, qui est aussi un triangle, mais qui lui n'a a priori pas ou peu une hampe qui dépasse, quelque chose comme ça, vous voyez. Donc vous pouvez le faire dépasser un peu. Je vous montre là. Sur certains, vous voyez, il dépasse pas du tout, hein, dans la stèle de Mécha. Sur d'autres, il dépasse un peu plus, vous voyez. Voilà. Ça, c'est le dalet qui va donner le delta en grec, hein, delta en grec, et puis le D chez nous. Voilà. Ensuite, vous avez le He. Alors le He, vous faites un trait comme ça et vous allez faire 3 traits parallèles, comme ça. Voilà. Alors c'est pareil, les 3, alors des fois il y en a 4. Des fois le deuxième et le troisième se touchent. Il y a des scripts qui aiment bien faire une forme un peu comme ça se développe, où les deux se font, ça évite de lever le calame vous voyez ce que je veux dire, c'est à chaque fois on essaie de faire des trucs de plus en plus simples. Voilà, ça c'est le He. Alors pareil, la hampe elle est plus ou moins longue. Ensuite ici vous avez le Vav. Alors le Vav au début, donc vous pouvez le faire soit de cette forme-là, donc vous faites une sorte de U et un trait en dessous, mais après assez souvent ça va se faire en une seule fois, donc ça va faire plutôt un truc comme ça, une sorte de Y, voyez. Euh, et vous aurez différentes formes. Des fois, alors on aura parfois ça va parfois aboutir à des formes un peu plus comme ça, avec une tête un peu comme ça. Vous voyez, où le U va un peu pivoter. Je ne sais pas si j'ai un exemple à vous montrer là de ce type de va, parce que ça c'est non pas sur ce dessin-là, mais peut-être sur, non c'est pas ça que je voulais vous montrer. Où est-ce que c'est? Chez Gibson, peut-être on va trouver ça. Vous voyez, vous l'avez là, le Vav, ici là un peu comme ça. Voilà, vous avez un Vav un peu comme ça dans certaines inscriptions. Ensuite, le Zayin. Alors, le Zayin, c'est un H couché. Vous voyez, vous faites 2 traits comme ça, avec un trait au milieu. Alors, attendez, je vais le faire sur une autre page parce que je vais vous montrer quand même des variantes. Donc, le Zayin, comme je vous dis, donc c'est un H couché. Alors après, évidemment, parfois, il va être un petit peu penché, c'est-à-dire que vous allez avoir un trait entre les deux qui va être un peu plus penché. Parfois, il va être fait en une seule fois, donc ça va vous faire un Z. Et d'ailleurs, c'est la lettre Z, Zayin, Z. Voilà. Euh, Ça donne le Z chez nous. Alors parfois, évidemment, quand on le fait notamment à la peinture, vous pouvez avoir des fois où au bout du trait, quand on fait un trait, on va avoir tendance à revenir un peu en arrière. Vous savez, quand on lève et que ça traîne un peu, ça va vous faire un truc un peu comme ça. Donc vous allez avoir parfois cette sorte de 2 traits parallèles. Vous avez un peu parfois des formes un peu comme ça pour le Z. Euh, Ensuite, le Chet. Le Chet, c'est une échelle. Donc vous faites 2 traits parallèles et vous les joignez par des traits horizontaux. Vous faites une échelle. Alors, regardez, vous pouvez en faire 2 ou 3. Vous voyez, vous avez des cas où, là, sur un set de Mécha, il n'y en a que 2. Et souvent, on va en faire 3, comme ça. Euh, Vous aurez des formes où, voilà, bref, alors après, la hauteur des traits horizontaux de chaque côté, s'ils dépassent ou ne dépassent pas. Bon, voilà, ça peut varier. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais vous avez l'idée de ce que ça peut donner. Ensuite, le tête, vous allez avoir un petit cercle avec à l'intérieur une croix. Alors la croix, soit vous la faites dans ce sens-là,
Dans certains cas, la croix, elle va un peu pivoter et ça va vous donner un plus, en fait. Donc, soit c'est un signe multiplié, soit un signe plus. Dans tous les cas, c'est un tête. Vous le voyez ici, voilà. Vous avez différents exemples. Je vais vous montrer chez Gibson aussi. Voilà, ici ça a plus la forme d'un plus, ici la forme d'une croix. Mais en tout cas, c'est une lettre assez facile à reconnaître. Ensuite, vous allez avoir un tête. Non, le tête, on vient de le faire. Donc après, vous avez le iode. Alors le iode, vous allez faire un truc un peu comme ça, un peu comme un Z, on va dire, avec un trait au milieu. Voilà. Euh, Ça vous fait votre iode. Alors il y a des variantes, il y a des fois où on ne fait pas à la base, donc vous allez avoir une forme très cursive, un peu comme ça, qui ressemble à un 7. Ou parfois c'est le contraire, vous allez avoir tendance à faire la base et même avoir un petit retour. Vous savez, vous faites votre truc et tac, ça remonte un peu comme ça. Et votre trait du milieu. Alors le trait du milieu, il peut croiser ou dépasser ou ne pas dépasser. Vous voyez, au-dessus il dépasse pas, en dessous il dépasse. Donc ça dépend. Voilà, vous pouvez ne pas le faire dépasser ou bien vous pouvez le faire dépasser ici. Ça, il n'y a pas y a pas de problème. Donc vous avez des variantes comme ça. Là, si je vous montre, vous voyez un peu, voilà, plus ou moins anguleux, plus ou moins cursif. Là, vous avez l'exemple de ce iode avec un retour, là, comme ça en bas, ou même là, un retour très très loin derrière. Ouais, donc tout ça, c'est différentes formes de iode. Ensuite, le CAF. Alors, pour faire le CAF, vous allez avoir une longue hampe qui, oups, pardon, une longue hampe. Non, ça marche pas. Voilà. Vous avez une longue hampe qui descend, et ensuite une tête que vous pouvez faire comme ça. Voilà, ça vous fait une forme de CAF. Il y a d'autres façons de le faire. Il y a des CAF où la tête se fait plus ou moins, euh, comment dire, un peu adossée, un peu comme ça. Voyez. Donc le deuxième trait, au lieu que les deux traits se rejoignent là à la base, il y en a un qui va être posé par-dessus l'autre. D'accord? Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Là, vous avez les CAF, vous voyez, là, voilà, vous avez les CAF, 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 CAF. Voilà, vous avez le fameux CAF dont je vous parlais tout à l'heure, là, qui repose là, comme ça, voilà. Avec, vous voyez, des cas où la hampe est plutôt rectiligne, puis des fois elle est un peu courbée en bas. Donc effectivement, vous avez des cas, toujours pareil, ça dépend de la formation du scribe qui va avoir tendance de temps en temps à faire des jolies petites coquetteries, là, comme ça, là. Hop, voilà, il part comme ça pour faire voilà, des belles courbes élégantes. Ça, c'est le CAF. Ensuite, le lamed. Le lamed, c'est pas difficile, c'est une sorte de spirale. Donc vous tournez et vous faites un truc un peu comme ça. Alors quand je dis une spirale, vous n'êtes pas obligé d'aller, là j'exagère évidemment, hein, voilà, non plus la coquille d'escargot, mais vous pouvez faire un truc comme ça. Alors évidemment, il va finir par s'allonger, donc vous allez avoir un truc un peu comme ça, voilà. Et parfois tout simplement juste à plat, vous voyez. Bon, si c'est à plat, c'est un peu moche, mais bon, ça existe, hein. Euh, et d'ailleurs, au bout d'un moment, au lieu même de rester à plat, on va avoir le même phénomène de crochet dans le sens inverse. Donc vous allez avoir des fois un petit retour comme ça. Et là, vous avez évidemment l'ancêtre du lamet que vous connaissez, puisque le lamet que vous connaissez, il fait ça. Ou même carrément le sommet sur les lamèdes. Alors encore à Qumran, hein, les lamèdes, ils sont très très hauts, mais aujourd'hui, en caractère d'imprimerie, les lamèdes, ils sont un peu écrasés là. Le sommet, vous avez juste un petit truc qui dépasse au-dessus. Donc c'est marrant de voir que ce qui, là, à l'origine, était en fait l'essentiel de la lettre, s'est raccourci au point de devenir un tout petit machin qui dépasse. Et ce qui au départ n'était qu'un simple retour, un petit retour cursif, comme on dit là, en fait, c'est allongé pour devenir voilà, l'essentiel de la lettre. Enfin, vous voyez bien la parenté, et aussi la parenté avec la lettre L, hein, puisque voilà, là, ici, vous avez notre L majuscule dans notre alphabet à nous. Alors ensuite, vous avez la lettre mem, ici. Alors pour faire le mem, vous allez faire une petite vague, hein, c'est facile à retenir, c'est de l'eau. Maïm, maïm c'est de l'eau, hein, donc c'est la lettre qui évoque l'eau. Donc vous faites une petite vague, hop, comme ça, là c'est des vagues, et vous descendez. Voilà. Donc voilà, des jolies petites vagues, et vous descendez. Ça vous fait une sorte de W si vous voulez. Alors vous pouvez le faire, là je l'ai fait vraiment en forme de W, mais parfois il va être un peu plus comme ça, vous voyez.
Vous pouvez enfin voilà, il y a différentes manières de le faire, mais grosso modo, ça va donner ça avec une hampe, donc ce trait qui descend en dessous de la ligne d'écriture. Donc là, c'est assez facile à reconnaître, hein, vous voyez, voilà, avec pareil, vous avez des scribes là, qui font des très longues hampes avec des belles boucles comme ça. Bon, d'autres au contraire qui font des choses un petit peu raides. Bon, voilà, ça dépend après chacun. Vous voyez, des fois on retourne un petit peu. Il y en a qui font un peu comme ça aussi, c'est-à-dire au lieu de faire des vagues, ils font un trait au milieu. Effectivement, vous en avez certains, ils vont préférer faire un truc un peu comme ça là, hop, 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 et puis faire un truc au milieu. Voilà pour faire le deuxième trait. Elle va le faire après. Donc tout ça, c'est possible. Tout ça, c'est possible. Le noun va ressembler au même, mais avec un trait en moins. Vous savez, c'est comme en français, quand on apprend à faire les jambages, quand les gamins apprennent à écrire, il faut faire un N, et il faut faire un M. Donc le M et le N, c'est à peu près la même chose, mais la question, c'est le nombre de jambages. Et bien, c'est pareil, figurez-vous, à l'époque, donc il y a 3000 ans déjà, entre le même et le noun, les deux se ressemblent. La différence, c'est que le noun, lui, il n'a pas ce deuxième vague, il est plus court. Alors voilà, il fait juste comme ça, mais parfois le noun a aussi un peu tendance à remonter comme ça, vous voyez. Donc des fois, si la lettre elle est un peu endommagée, si c'est un peu effacé ou si c'est cassé, on dit ah c'est un mème ou un noun. Vous voyez, on peut hésiter entre les deux, donc ça c'est assez classique d'hésiter entre les deux, parce qu'il n'y a que ça qui va les distinguer. Ou un mème qui est un peu écrasé, si vous faites les deux traits qui se chevauchent, on a un gros pâté, et donc des fois on hésite pour savoir si c'est un mème ou un noun. Ensuite, donc là, vous avez des exemples de noun, là, voilà, à quoi ça peut ressembler ces settings-là. Noun, 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 vous les voyez comme ça, différents types de noun. Ensuite, le samer. Alors, le samer, pensez à un poisson, il y a un squelette de poisson. Vous avez donc un trait vertical et puis vous allez avoir trois traits comme ça. Voilà, pour faire simple. Donc, vous imaginez l'arête principale et bref, voilà. Pensez à un poisson. Ça mac, hein, c'est le poisson, hein, donc je n'invente pas. Alors, cette lettre va évoluer effectivement, puisque vous allez avoir, notamment en hébreu, vous allez avoir tendance à avoir comment dire, un truc un peu, non, j'exagère, mais un truc des fois un peu cursif comme ça. C'est très beau d'ailleurs, hein, avec un grand machin comme ça, voilà, avec des petits retours à la fin. Vous avez des beaux samers comme ça. Je sais pas si je peux vous en montrer un. Là, voilà, ici vous avez comme ça des samers avec ce petit retour à chaque fois là, les trois traits horizontaux et puis le trait vertical qui descend. Voilà, donc ça, vous avez ça. Vous voyez, ici aussi, on vous en met un comme ça, là, avec un joli retour. Donc le samer, en hébreu, c'est une lettre imposante, hein. Elle dépasse, c'est une sorte de grand palmier là au-dessus du texte. Donc c'est assez facile à reconnaître. Ensuite, la lettre suivante, le ayin, bah ça c'est très facile. Ayin, c'est l'œil. Donc vous dessinez un œil. Voilà, ça c'est un ayin. Vous faites un œil, donc un rond avec un point, un cercle avec un point au milieu, c'est un ayin. Alors évidemment, très vite, on va se débarrasser du point au milieu. Alors, bon, on va pas s'embarrasser, donc ce sera simplement un rond. Alors soit vous avez un truc bien arrondi, soit dans certaines, ça dépend si vous le faites en une seule fois ou en deux fois. Assez souvent, vous allez voir en hébreu, on va avoir tendance à le faire en deux fois, comme ça, et donc, vous aurez un œil un peu en amande, mais un petit peu pivoté comme ça, là. Ça va vous faire un truc un peu comme ça. Enfin, dans tous les cas, bon, voilà, là, vous avez ou un peu en forme de goutte. Voilà, ça dépend comment il est tracé. Vous voyez? Là, vous l'avez, le fameux haïn dont je vous parlais, vous voyez, un petit peu en amande. Voilà. Alors, évidemment, le problème, c'est que si vous commencez à le faire un peu trop triangulaire, il ressemble à un dalet. Hein, rappelez-vous, le dalet, c'est ça, là, le dalet, il ressemble à ça. Donc, si vous faites un dalet vous avez des scribes qui font des dalets très arrondis, vous voyez, et des haïns un peu anguleux, et donc, voilà, au final, on ne sait plus très bien si c'est un haïn ou un dalet. Ensuite, vous avez le P, la lettre P. Alors, la lettre P, c'est pas très difficile. Vous avez donc euh, un sommet pointu et une hampe. Voilà. Une petite tête, voilà, une tête qui est juste voilà, un crochet et une hampe. Alors, elle est plus longue que le guimel. Tout à l'heure, je vous disais, le guimel, c'est à peu près pareil. Si je vous remontre
le guimel que j'avais dessiné. Vous voyez, je vous avais tracé le guimel ici en haut à droite, là. Euh, le P, lui, il est plus long et surtout la hampe, normalement, elle est penchée vers l'avant. Alors que dans le cas du guimel, normalement, la hampe, elle est, c'est pas un hampe, c'est un fût, le trait, il est dans l'autre sens. Après, vous pouvez avoir des scribes aussi qui font les deux à peu près droits, qui font pas des lampes très très longues. Là, ça descend sous le guimel, normalement, et vous le feriez comme ça. Vous voyez, le guimel, il serait là comme ça, alors que le P, il est censé partir. Donc voilà, il peut y avoir une ambiguïté. Euh, le sommet, il peut y avoir une ambiguïté aussi avec le noun. Je vous remonte le noun tel que je l'avais fait. Normalement, si le noun est bien fait, vous voyez ici, s'il a un beau crochet, le noun ici, il n'y a pas de problème. Mais si ce petit trait-là est effacé, si la lettre est cassée et qu'il est effacé, et ben en fait, vous allez pouvoir, vous allez vous retrouver à vous poser la question de savoir, mais voilà, c'est s'il y a un truc ici, là, vous dites, mais attendez, c'est un noun ou c'est un P? Voilà. Donc il peut y avoir une certaine ambiguïté par rapport à ça. Ensuite, euh, le tsadé. Alors le tsadé, vous allez faire une sorte de zigzag, comme ça, avec normalement un petit trait en haut. Vous voyez, c'est à ça que le tsadé va ressembler. Alors, évidemment, il va y avoir plusieurs façons de le faire. C'est-à-dire que là, moi j'ai fait un zigzag, voilà, je vais le refaire parce que je l'ai fait un peu trop forcé. On va dire que normalement, vous essayez de le faire un peu comme ça, avec donc un petit trait comme ça. Mais ce qui va se passer, c'est que parfois ce petit trait à gauche va prendre beaucoup de place, et vous allez avoir un truc un peu comme ça. Parfois, vous allez avoir aussi un retour à la fin, donc vous aurez à la fin, vous aurez un petit retour. Le, le trait de gauche va être plus ou moins marqué, et vous pouvez avoir une confusion avec le zaïn. Certaines formes de zaïn, je vais vous remontrer le zaïn tel que je l'avais fait. Voilà, vous voyez, quand vous avez un zaïn qui ressemble à un Z, et pour peu que le zaïn ait un petit retour comme ça, là, alors là, vous êtes foutu parce que vous allez dire, attendez, c'est un zaïn ou un tsadé. Donc vous allez parfois confondre zaïn et tsadé. Donc ça dépend, là encore, des scribes. Dans certaines écritures, le trait de gauche devient très très long. Dans cette, vous allez voir, bon, pas forcément en hébreu, mais dans d'autres langues, vous allez avoir un trait très long, et du coup, le truc va devenir une petite tête, vous voyez, un machin comme ça. Bon, voilà, donc ça, c'est des variantes du tsadé. Voilà, je vous en montrer quelques-uns. Voilà, ici, là, tsadé, tac, 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 tsadé, un tsadé. Vous voyez, donc là, lui, bon, à la fin, il a un petit peu, il a pas trop marqué, là, tsadé, tsadé. Vous voyez, donc ça, voilà, tout ça, c'est des tsadés. Donc c'est pas forcément évident voilà, d'emblée à reconnaître. Ensuite, le coff. Alors pour faire un coff, vous allez faire une tête qui est ronde, alors pas forcément fermée, et puis, euh, et puis vous allez faire une hampe. Alors la hampe, là c'est pareil, vous voyez, elle peut ou non traverser la tête. Vous voyez, voilà, donc elle peut traverser la tête. Dans certains cas, elle ne la traverse pas. Vous allez voir ça, elle va être en dessous. Dans certains cas, on va même la tracer euh, 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 en deux fois. Vous voyez, la tête va être faite en deux fois avec un petit décalage. Je vais vous montrer là, vous voyez. Euh, et, et du coup, avec un décalage qui permet donc, quand vous aurez la hampe, alors soit la hampe remonte jusqu'en haut ou pas, mais vous pouvez avoir des formes un peu comme ça. Ce qui va aboutir au coffre que vous connaissez, parce que le coffre, attendez, quand vous faites, vous, un coffre, ça y est, j'ai oublié. Oui, c'est comme ça qu'on fait le coffre maintenant, c'est ça, hein, voilà. Je finis par oublier, voilà. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que, alors ce petit truc à gauche peut rester, vous avez des coffres comme ça, donc le demi-cercle en haut va devenir va s'atrophier, devenir un tout petit truc. Les deux vont être tracés ensemble, parce qu'on l'a aussi, hein, on a aussi des cas, je pourrais le mettre ici, où les deux sont tracés ensemble, et ensuite le truc comme ça. Voilà. Voilà. Et ça, c'est l'étape intermédiaire.
Et donc, ça aboutit au kof tel que nous on le connaît. Et bien sûr, la lettre Q en français, c'est la même chose, hein. Enfin, je veux dire, vous avez le Q comme ça, hein, en français, la lettre Q. Alors, ou un peu décalé, le petit trait, on le fait, pas nous, on le fait comme ça, quoi, un truc, voilà. Et donc, c'est la même lettre que celle que nous avons encore aujourd'hui dans notre alphabet. Donc, je vais vous montrer des kofs. Voilà, donc tout ça, c'est des kofs. Euh, voilà, donc la tête circulaire, la hampe verticale qui traverse ou pas, la tête qui peut être plus ou moins ouverte. Vous voyez, ici, vous avez cette tête qui se fait en une seule fois. Ici, vous avez une tête ouverte. Ici, vous avez une tête en demi-lune, etc. Donc, vous avez des variantes, voilà, entre plein de trucs comme ça. Voilà. Ensuite, le resh. Alors, le resh, c'est comme le dalet, sauf que la hampe est plus longue. Donc, tête triangulaire, et vous avez une hampe qui est longue. Ça, c'est le resh. Alors, attention à ne pas confondre avec le dalet, qui normalement n'a pas de tête ou n'a pas de hampe ou a une hampe très courte. À ne pas confondre non plus avec le bet, qui lui, donc ça c'est différent normalement du dalet, et c'est aussi différent du bet, qui a aussi une tête triangulaire, mais qui normalement part vers là, hein. Donc le bet, normalement, il a une hampe vers l'avant, et le resh a une hampe vers l'arrière. Et le dalet n'a pas de hampe ou il a une petite hampe. Mais ça, c'est la théorie. En pratique, vous allez voir des scripts qui ont tendance à allonger leur dalet et leur faire une petite hampe. Donc des fois, il va falloir mesurer, on dit ah, c'est un dalet un peu trop long ou un resh un peu trop court. On va hésiter entre les deux. Pareil, si le resh, normalement la hampe elle est en arrière, mais des fois vous avez des scripts qui ont quand même tendance, par l'habitude, puisqu'on écrit de droite à gauche, à tout ramener vers la gauche. Et on va avoir tendance à avoir des hampes qui partent un peu trop. On dit ah, est-ce que c'est un resh qui est trop à gauche ou est-ce que c'est un bet où il n'a pas suffisamment marqué, il est parti un peu trop vers la droite, etc. en descendant. Bon. Donc il va y avoir des ambiguïtés entre dalet, bet, resh. C'est important aussi que vous le sachiez, y compris quand vous faites de la critique textuelle de l'Ancien Testament. Vous comparez les textes en hébreu, vous avez des confusions régulières entre dalet et resh. Adam ou Aram, ou Édom ou Aram. Alors typiquement les ennemis d'Israël, est-ce que c'est Aram, c'est-à-dire les Araméens, ou Édom, c'est-à-dire les Édomites? Édom, ça s'écrit Aleph Dalet même, Aram, ça s'écrit Aleph Resh même. Donc si vous avez un Resh qui a mal été écrit ou un Dalet qui a mal été écrit, on ne sait plus. Il y a une bataille contre les Édomites ou contre les Araméens. Donc ça, c'est super classique. Vous verrez dans la Bible, on a régulièrement ce genre de problème. Et donc cette confusion Dalet Resh, on la connaît très bien, puisque justement, vous voyez que les deux lettres, à l'époque, se confondent. Alors, vous me direz, c'est vrai aussi plus tard, puisque dans votre alphabet carré, le Dalet, alors attendez, se fait comme ça, c'est ça, et le Resh se fait comme ça. C'est ça, hein? Le Dalet se fait un peu comme ça dans l'alphabet carré. Et donc c'est aussi le problème c'est aussi un problème de si votre dalet est pas bien, remonte pas bien. Normalement, le resh a une épaule. Vous voyez, normalement, dans l'alphabet carré, le resh a une épaule ici qui est tombante, alors que le dalet a une épaule relevée. Vous voyez. Mais si vous relevez mal l'épaule, les deux peuvent être confondus. Donc cette confusion, vous la retrouverez aussi à l'époque où vous avez l'alphabet carré. En tout cas, voilà pour le resh. Je vais vous montrer des exemples de resh. Euh, voilà, toute cette ligne-là, là. Resh, resh. Alors, vous voyez le problème, là, je vous dis, là, si vous commencez à faire des resh avec la hampe qui part vers l'avant, là, vous êtes foutu, là, vous allez confondre avec un bet. Mais normalement, voilà, le resh, s'il est bien fait, il a la hampe en arrière ou la hampe verticale. Alors, des fois, il est un petit peu arrondi, d'ailleurs. Bon, voilà, bon, bref. Donc, voilà, des resh, des resh, des resh, des resh. Tout ça, c'est des resh. Là, c'est pareil, lui, il fait ses resh un peu trop en avant, c'est pas bien. Là, vous avez des resh avec, justement, une hampe qui est trop courte parce que du coup, ça ressemble à un dalet. Bon. Ensuite, le shin. Alors, le shin, vous pensez à des dents, hein. Le mot shin, ça veut dire dents. Donc, vous allez faire des dents. Et pour faire des dents, et un peu comme Dracula, c'est facile, vous allez faire un W. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est super facile. Le shin, c'est un simple W. Alors, parfois, on va avoir tendance à lui faire quand même, à la fin,
une hampe, vous allez avoir des scripts qui vont faire un peu des hampes comme ça, parce que par l'habitude, on aime bien faire des hampes, et en plus, on va amener ça vers la lettre qui suit. Euh, pour d'autres, on va avoir tendance à simplifier, et donc au lieu de faire un zigzag, on va avoir tendance à le faire comme ça. Et ça va bien sûr vous donner le shin que vous connaissez en hébreu, hein, en hébreu carré, puisque le shin, vous le faites comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la lettre, de ce point de vue-là, elle est assez facile à identifier. Donc je vais vous en montrer là, ici, vous l'avez sur toute cette ligne. Bon, vous voyez, là, c'est pas très compliqué, hein, des W, voilà, shin, 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 partout ici, shin partout, etc. Voilà. Et puis, enfin, la dernière lettre, le tav. Alors là, c'est pareil, c'est super facile. Le tav, c'est une simple croix. Voilà. Donc la croix, elle se fait un peu comme une croix de Saint-André, là, en X. Bon, bien sûr, parfois, elle va avoir tendance à bouger un peu, comme ça. Parfois, elle va avoir un trait un peu plus long, comme ça. Voilà, donc il y a des petites variantes, toutes les variantes que vous pouvez imaginer. Vous voyez, bon, voilà, il est plus ou moins droit, plus ou moins couché. Là, vous avez carrément un plus. Bon, voilà, ça peut arriver aussi, etc., etc. Alors évidemment, la différence avec le tête, c'est que le tête, il y a un rond autour, hein. Il est où le tête? Ici, là, vous voyez? Donc là, vous avez des têtes. Voilà, le tête, faut penser à, si vous avez un rond autour, c'est un tête. Si vous n'avez pas de rond autour, c'est un tav. Alors c'est intéressant parce que les deux veulent dire T. Les deux sonnent comme un T, mais vous avez un T en fait, ta. Donc c'est facile à retenir. Un T simple, croix, un T emphatique, mettez un rond autour. Donc voilà, ça c'est pour l'alphabet euh, ancien, paléo-hébreu, qu'on appelle paléo-hébreu, qui n'est pas spécifiquement hébreu, puisque comme je vous dis, vous l'avez aussi en araméen, en phénicien, dans les langues transjordaniennes, hein, donc le moabite, l'ammonite, l'édomite, etc. Le philistin également, en Philistie, on utilise aussi cet alphabet-là, avec des variantes qui vont se développer, qui permettront de distinguer. euh, Bon, tout ça, voilà, tout ça, c'est de l'hébreu. Euh, en ce qui nous concerne, nous, pour les inscriptions qu'on étudie, nous, il faut regarder plutôt ce qui se passe du côté de l'Aquiche. Vous voyez, on a des inscriptions, les inscriptions, celles que je vous ai données et qu'on est en train de publier, elles ressemblent davantage à ce que vous avez à l'époque des ostracas de l'Aquiche. D'ailleurs, les deux sites sont proches l'un de l'autre. Si je vous remonte la carte, vous voyez, comme je vous dis, Makeda, donc ce qu'on a vient probablement de Makeda ou bien de la région. Et donc la quiche qui est à quelques kilomètres, hein, c'est une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau, voilà, ça se fait très bien. Il y a une route, alors sauf qu'évidemment maintenant il y a le mur, il y a la séparation. Donc moi une fois j'étais en voiture depuis la quiche où je vais aller justement à Elcom, et puis j'arrive et puis évidemment il y avait un checkpoint et on m'a dit ah non c'est pas possible. Donc du coup j'ai dû faire tout le tour et redescendre, je sais plus par où, remonter, traverser, rentrer en Cisjordanie de ce côté-là. Enfin bref, voilà, ça m'a fait faire des tours de 3 quarts d'heure. Alors que normalement, c'est vraiment les deux sites sont à vol d'oiseau. Maréchal est pas loin non plus. Donc, on a des ostracas de la quiche et on retrouve vraiment la même forme d'écriture et on a même certains des personnages qui sont mentionnés qui ont le même nom. Alors bon, ça peut être deux homonymes, hein, on peut avoir deux personnes qui s'appellent Guémariaou, Chélébiaou, etc. Mais comme ils s'écrivent, il est possible qu'on ait de la correspondance entre la garnison militaire à Lachish et la garnison militaire à Makeda. Donc tout ça, vous le découvrirez dans la publication. Le livre, on l'espère, va paraître cette année. En tout cas, nous, on a plus ou moins fini le travail d'édition, mais il faut travailler avec la maison d'édition maintenant, la compositrice, etc. Donc, on espère que ça paraîtra en 2025, sinon peut-être l'année prochaine. Mais en tout cas, donc, si vous regardez ce tableau-là, les ostracas de Lachish, donc c'est la même chose, vous avez la même chose que ce que nous on a, mais à Lachish. Vous voyez un peu cette écriture avec, donc, je reprends hein, l'alphabet, vous avez le Aleph, vous faites votre tête et la hampe, le bet, tête triangulaire, et puis la hampe qui est couchée, voire arrondie, le guimel, ensuite le dalet, avec la tête triangulaire, parfois arrondie, qui dépasse ou pas, le hé, très vertical et trois traits horizontaux, enfin légèrement obliques, le grand au-dessus qui est protubérant, le plus souvent, pas toujours, mais en général protubérant, les deux plus petits en dessous qui parfois se touchent, ou sont joints au bout. Le Vav, qui va être fait à cette époque-là de façon beaucoup plus cursive, donc avec une tête ouverte et un petit truc en travers, comme une clé anglaise là.
Ensuite, le zayin, donc avec ces deux traits parallèles reliés au milieu, parfois comme un Z un peu en français. Le chet, alors là, donc les deux traits horizontaux et les trois traits, hein, l'échelle qui se retrouve là bien fermée. Le tête, avec le rond et la petite croix à l'intérieur, souvent petite, parfois plus grosse. Le yod, alors là, comme on va très vite, il a perdu sa base, hein. Je vous disais, normalement, le yod, vous avez une petite base, mais là, on l'a plus dans un certain nombre de cas. Vous voyez. Le kaf, donc avec un trait et une tête. Voilà, alors la tête, elle est faite vraiment de façon un peu rapide, là, comme ça, là, tac. Normalement, un kaf, il est fait comme ça, un joli kaf avec une belle tête, mais bon, là, on va un peu plus vite. Le lamed, bon, là, facile à reconnaître, évidemment, le grand trait vertical au-dessus, une petite base. Euh, le même, alors qui est fait normalement avec deux vagues, mais là, voilà, les vagues, on les fait de façon un peu cursive, un peu rapide, on fait des zigzags et ensuite on fait la hampe. Et parfois, on fait un seul trait avec l'autre en travers. Le noun, qui normalement a une tête et une hampe, mais parfois on est feignant, donc on fait juste une hampe. Voilà. Hop, le noun, surtout quand on écrit ben. Vous savez, fils de. On fait un bet avec un seul truc, et puis un noun, et hop, un petit trait, et ça suffit tout à fait. Le samer, comme ça, avec donc ces trois grands traits au-dessus et le trait en dessous. Le ayin, donc ce rond, parfois un peu aplati. Le P, donc avec la tête pointue comme ça et et sa petite hampe. Le tsadé, avec donc ce petit zigzag et le trait à gauche comme ça. Ensuite, le kof, alors que vous allez pouvoir trouver soit sous sa forme, une sorte qui ressemble au kof que vous connaissez d'ailleurs, soit une tête faite en deux fois comme ça. Le resh, tête triangulaire et hampe. Le shin, donc, qui est fait sous forme de zigzag, parfois comme ça. Oui, c'est vrai qu'on en a aussi là où il fait un petit V et un deuxième trait, comme ça. Il les joint même pas parce qu'il écrit très vite. Et puis le tav, une croix comme ça. Voilà. Donc là, vous avez l'alphabet. C'est bon pour vous? Ok. Oui, oui. Des hiéroglyphes égyptiens, absolument. Oui, oui, tout ça, c'est inspiré des hiéroglyphes égyptiens. J'ai eu l'occasion de faire une conférence que vous retrouverez. Alors, attendez, je peux la retrouver, qui est sur YouTube, hein, que j'ai fait à la Bibliothèque nationale de France. Euh, 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 sur l'histoire de l'alphabet. Euh, je reviens un peu, je montre même un peu des exemples de cette évolution de l'alphabet. Euh, je peux vous montrer rapidement, si je la retrouve, à quoi ça ressemble. Je ne vais pas évidemment tout refaire. Euh, alors attendez, c'était quand ça? Hum. Euh, hmm, c'est peut-être ça, peut-être ça. Je vais regarder ça si ça peut marcher. Alors, je me demande si c'est pas cette conférence là. Oui, c'est ça. Alors, je vais juste vous montrer vite fait. Euh, ça met du temps un peu à charger. Voilà. Donc là, vous avez les hiéroglyphes égyptiens qui sont simplifiés, et donc vous allez les retrouver à Serabit El Khadem, des mines de turquoise. Voilà, je réfléchissais, je vous disais, mais c'est pas des mines de cuivre, c'est des mines de quoi? C'est des mines de turquoise. Donc dans la péninsule du Sinaï. Et donc ici, sur ce site, on a retrouvé une petite inscription ici euh, où on a écrit les Baalat. Là, vous allez retrouver ici le Lamed. Alors, il faudrait retourner le truc, hein, et ça se lit dans l'autre sens. Le Lamed, le Bet qui est pas encore là, qui est vraiment la maison, hein, Baït, la maison, là, avec un plan de la maison dessus. Le Aïn, qui est vraiment un œil avec un point. Le Lamed, qui est comme ça, qui est donc et puis le Tav. Les Baalat, ça veut dire à la maîtresse. Baalat, Baal, c'est le maître, le seigneur.
donc la maîtresse, et donc c'est une divinité, la déesse à qui on va dédicacer ça. Et donc là, vous avez des hiéroglyphes égyptiens, sauf que la langue, ça n'est pas l'égyptien, la langue, c'est une langue sémitique comme l'hébreu, comme l'araméen, comme voilà, les langues ouest sémitiques. Donc ça, donc on a voilà, donc on a cette écriture-là. Et on va la Excusez-moi, retrouver. excuse- Oui, excusez-moi, oui, pardon. je vous écoute. Si j'ai bien compris, sur l'inscription que vous venez de montrer, Oui. elle se lit de gauche à droite. Alors oui, le sens d'écriture, en fait, oui, ça dépend dans quel sens vous la retournez. Mais là, évidemment, là, il faut lire de gauche à droite, oui, et la tête à l'envers. C'est-à-dire que Entendu. le sens d'écriture a beaucoup varié. Le sens d'écriture a beaucoup varié. Il se stabilise ouais, au 9e siècle avant notre ère, quelque chose comme ça, de droite à gauche. Mais avant, les inscriptions sont aussi bien de gauche à droite que de droite à gauche. On a les deux. À Ougarit, par exemple, tout s'écrit de gauche à droite. Ougarit, c'est en face de l'Atakié, à côté de l'Atakié, en face de Chypre, sur la côte syrienne. Donc voilà, ça le sens d'écriture. Et bien sûr, les hiéroglyphes égyptiens, vous pouvez écrire à la verticale aussi. Ça explique la rotation des lettres. Et donc c'est pareil, le latin s'écrivait de droite à gauche pendant très longtemps. Je ne sais pas si vous avez en tête les plus anciennes inscriptions latines. Allez à Rome, au musée, etc. Vous savez, sur le forum romain, cette ancienne stèle, ce cube, etc., la pierre noire, machin, etc., ça s'écrit, ça se lit de droite à gauche. Il y a une réplique qui est, si vous allez sur le forum, sans payer plus, donc si vous avez votre entrée pour aller sur le Colisée au forum romain, vous avez un musée qui est derrière le temple de Vénus et Rome. Vous savez, ce double temple magnifique là. Donc juste là derrière, vous avez un musée qui est gratuit pour ceux qui. Et dedans, vous avez alors des vrais objets, mais vous avez aussi une réplique. Donc vous avez un certain nombre d'inscriptions. Donc moi, quand j'emmène des gens à Rome, je leur montre aussi cette inscription-là. Parce que l'alphabet que vous voyez, l'alphabet latin de cette époque-là, c'est-à-dire qu'on est aussi, disons, vers le 7e siècle avant notre ère, quelque chose comme ça, 8e, 7e siècle, à la même époque, si vous voulez, que les inscriptions hébraïques que je vais vous montrer, 600 avant notre ère, c'est le même alphabet en fait. Je veux dire, vous allez voir du côté des Étrusques, tout le monde utilise l'alphabet grec que vous avez 700 ans avant notre ère, c'est le même alphabet. Ça ne ressemble pas à l'alphabet grec que vous avez appris ou l'alphabet latin que vous avez appris. Et le sens d'écriture est de droite à gauche. À un moment donné, le latin, je ne sais plus à quelle époque on passe de gauche à droite. Je pense que c'est à partir du 3e siècle avant notre ère, quelque chose comme ça. Hein. Ça arrive au bout d'un moment, on dit tiens, finalement, on va plutôt écrire de gauche à droite. Euh, donc voilà, donc Excusez-moi, le sens excusez-moi. d'écriture varie. Oui, je vous écoute. Pardon, pardon. Allô? Allô? Vous m'entendez? Excusez-moi. Oui, 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 non, pour le latin, je pense que c'est plutôt, mais parce que la fibule de Préneste et tout ça, c'est quand même, enfin bon, si elle est authentique, c'est 5e siècle. Mais par contre, pour le grec, c'est assez flagrant et on a même des écritures, vous le savez, en boustrophédon, c'est-à-dire une ligne d'un côté, une ligne de l'autre. oui, bien sûr, bien sûr. Donc, Le boustrophédon est classique. les débuts d'alphabet grec sont vraiment étonnants de ce point de vue-là. Mais je ne savais pas que les langues sémitiques pouvaient avoir été écrites de gauche à droite aussi. Merci, en Oui, tout oui, cas. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, mais effectivement, hein, le, le, pour ce qui est du latin, la généralisation, je suis en train de vérifier mes notes, la généralisation de gauche à droite, c'est au 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est encore plus tard que ce que je disais. J'ai regardé hein, justement les inscriptions latines. On alterne, on a du boustrophédon effectivement. Boustrophédon, c'est quand on écrit une ligne dans un sens, une ligne dans l'autre. Hein. Vous faites de gauche à droite, puis de droite à gauche, de gauche à droite, etc. Ce qui est classique dans beaucoup d'écritures, y compris en arabe, hein, les inscriptions sabéennes. Par exemple, vous allez voir, vous allez au Yémen, vous avez des longues inscriptions en boustrophédon. Donc tout ça, c'est vraiment classique. Donc la stabilisation de l'écriture, pour ce qui est de l'hébreu, on va dire que c'est, on va dire oui, 8e siècle avant notre ère, quelque chose comme ça. De toute façon, on n'a pas grand-chose du 9e siècle en hébreu, donc c'est difficile de dire parce qu'on n'a pas d'inscription avant pour confirmer. Mais en tout cas, voilà, il y a une stabilisation de droite à gauche à ce moment-là. Mais avant, on peut l'écrire dans le sens qu'on veut. Et comme je vous dis, et ensuite pour les autres alphabets, c'est pareil. Et en l'occurrence, voilà pour le latin. Alors la fibule de Préneste, elle est du 7e siècle avant notre ère, si elle est authentique, effectivement. Mais sinon, la pierre noire, comme je vous disais, voilà, c'est ça qu'il faut regarder, qui est quand même très intéressante à étudier. Bref, et donc vous verrez, bon, il y a évidemment tout un tas de problèmes d'équivalence de phonèmes entre les langues, vous savez, le son Z par exemple. Bon, bref. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails à ce niveau-là. Euh,
Oui, donc ce que je vous disais, donc voilà, grosso modo, pour ce qui est et donc juste pour vous montrer, tant que j'y suis, des inscriptions, notamment des découvertes récentes, qui vous montrent qu'on utilise l'écriture égyptienne, y compris à Lachish. Là, regardez, vous avez l'exemple d'une inscription qui a été découverte il y a quelques années seulement, hein, dans la région, là encore pas loin de là où on est, et, euh, et regardez ici, vous avez, attendez, qu'est-ce qu'on a comme, oui, on a Yeruba'al. Euh, 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 donc là, vous avez, enfin bon, on peut discuter de la lecture de cette mention, mais donc ça c'est des choses qui ont donc été trouvées en Israël par Yosef Garfinkel. J'étais avec lui quand il faisait les fouilles, là c'était en hiver, il faisait froid sous la tente. Et donc, il y a d'autres inscriptions. Regardez, même à Jérusalem, ce que je vous disais, c'est donc vous avez ici une inscription qui date du Xe siècle avant notre ère, à Jérusalem, qui a été faite. Et donc, c'est pareil, vous regardez le sens de l'écriture, regardez la forme des hampes. Là, on a une forme de hampe qui indique plutôt une lecture de gauche à droite. Alors, on hésite parfois, parce que les inscriptions sont très fragmentaires, on ne sait pas s'il faut lire de gauche à droite ou de droite à gauche. Et là, vous voyez encore qu'on a la petite vague, enfin, l'écriture n'est pas encore stabilisée comme ce que je vous ai montré. Voilà. Donc, vous pouvez regarder la conférence. Elle est sur YouTube. J'ai faite à la Bibliothèque nationale il y a quelques années. Et elle est sur YouTube. Bon, voilà. On n'a pas le temps de faire tout cet historique, mais c'est important, si vous étudiez l'hébreu ancien précisément, de connaître un peu l'histoire de cette langue, et y compris l'histoire de l'écriture pour pouvoir lire les inscriptions anciennes. Alors, j'en viens maintenant à l'inscription qui nous intéresse, celle que je vous ai distribuée. Oui, une question aussi. Alors oui, des tableaux. Alors sur Internet, je ne sais pas, c'est des tableaux paléographiques. Les tableaux paléographiques, c'est standard dans n'importe quelle édition. Alors évidemment, si vous voulez regarder des éditions de l'ensemble des inscriptions nord-ouest sémitique anciennes, vous avez Gibson. Euh, Là, je vous avais montré, voilà, donc il fait des tableaux là. Donc Gibson, dans les années 70, a fait tout un recueil d'inscriptions nord-ouest sémitiques et donc phéniciennes, araméennes, etc. À la fin, souvent c'est à la fin hein, plutôt qu'au début, mais souvent à la fin ou au début, je sais plus, on vous met des petits tableaux comme ça. Qu'on appelle paléographiques, où on compare les écritures. Vous en avez plein. Je peux vous en montrer euh, comment dire, chez euh, Cross a fait ça aussi, par exemple, dans les années 60. Il y a un article très important de Cross sur le développement de l'écriture dans les manuscrits de la mer Morte. Voilà, donc, mais il vous donne aussi d'autres écritures et même voilà. Donc ça c'est assez classique de faire des tableaux paléographiques. Milik en a fait aussi, y compris pour Qumran. Si je retrouve où est-ce que c'est, regardez là encore, voilà. Donc là, Milik qui vous fait des petits tableaux paléographiques de Qumran. Euh, Hamilton, qui a écrit un article sur l'usage de cet alphabet à l'époque perse, parce que bon, on n'a pas beaucoup d'inscriptions d'époque perse, mais on en a, et on montre que l'alphabet perdure, etc., etc. Moi-même, j'ai écrit un article, c'était qu'en 2019, quelque chose comme ça, ah non, ça arrivait après 2019, oui, c'est ça. Sur le Pentateuque samaritain, les manuscrits de la mer Morte. Et donc, alors attendez, il faut que je vous montre tout de suite ma contribution. Donc c'est dans un bouquin et je vais discuter justement de la paléographie de certains manuscrits donc voilà, qui utilisent l'alphabet paléo-hébreu, donc là le Tsadé, le Kof, le Samer, etc., etc. Et cetera. Et j'explique l'évolution de la forme des lettres. Voilà, donc ça c'est assez classique quand vous prenez des publications. Alors Navet, Joseph Navet a fait tout un bouquin aussi dans les années 70 sur l'évolution de l'alphabet. Ça c'est Milik dans les publications de Qumran, vous voyez, qui vous montre l'évolution aussi d'alphabet. Là, il a aussi les ostraca de Lachish, etc. Bon, donc ça, vous allez trouver ça un peu partout. Rennes, évidemment, publication très importante, le Handbuch der Altebreischen Epigraphique. Donc
un manuel d'épigraphie paléo-hébraïque, et donc en plusieurs volumes, hein, et qui est plus récent, c'est les années 90. Il en a fait plusieurs, et il a aussi dedans des tableaux, vous voyez. Régulièrement, il vous met des tableaux aussi, des tableaux paléographiques. Donc en vous expliquant la forme des lettres. Là, en l'occurrence, c'est sur des pièces de monnaie, si mes souvenirs sont bons. Euh, euh, ouais, ça ressemble à des. Parce que donc on va retrouver sur des pièces de monnaie jusqu'à l'époque hérodienne, hein, à l'époque hasmonéenne, on fait des pièces de monnaie, l'époque hérodienne, jusqu'à l'époque de Bar Korva, donc deuxième siècle après Jésus-Christ. On frappe monnaie, hein, Bar Korva des années 130 après Jésus-Christ. Et donc sur ces pièces de monnaie, on va utiliser encore cet alphabet paléo-hébreu. Donc, donc c'est important pour vous de connaître cet alphabet, pas forcément devenir expert dans l'évolution de l'alphabet. Si ça vous intéresse, grand bien vous en prie, il y a peu de gens qui font l'effort d'apprendre ça. En tout cas, c'est important pour vous de connaître ça, de savoir que cet alphabet continue à être utilisé pour écrire l'hébreu. C'est l'alphabet de l'hébreu, on écrit l'hébreu avec cet alphabet-là. En fait, l'alphabet carré que vous avez appris, c'est une variante araméenne. C'est-à-dire que ça se passe, et le tournant, justement, je le situe, c'est l'objet de mon article que je vous ai montré là, sur cette que j'ai publié donc en 2019, qui s'appelle La paléographie des manuscrits de la mer Morte et le Pentateuque samaritain. C'est surtout la deuxième partie euh, non, attendez. C'est la première partie qui va vous intéresser, c'est ça, voilà. C'est le fait que j'ai étudié les manuscrits de la mer Morte qui utilisent cet alphabet, parce que vous en avez, hein, vous avez des manuscrits de la mer Morte qui utilisent cet alphabet. Je vais vous en montrer, du coup, juste que vous voyez à quoi ça ressemble. Euh, Si vous regardez, par exemple, quelque chose comme 4Q22. Donc là, on a des manuscrits de la mer Morte qui sont écrits dans cet alphabet-là. Je ne sais pas si on va bien voir la photo. Ah bah non, attendez, je ne vois pas bien là. Il faut zoomer. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, vous voyez, vous avez un manuscrit de la mer Morte, mais qui utilise. Alors, évidemment, il est un peu endommagé, mais là, vous reconnaissez, vous voyez, vous avez un mem, vous avez un shin, vous avez un he, etc., etc. Là, vous avez un Aleph, El, Moshe, ou quelque chose comme ça, etc., etc. Bon. Donc, euh, 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 vous avez encore cet alphabet-là. Et donc, la question, c'est de dire comment se fait-il qu'à Qumran, on retrouve cet alphabet-là. L'idée communément admise, c'est de dire, en fait, cet alphabet avait disparu, il a été réintroduit de façon artificielle, idéologique, pour dire, ah, mais idéologie nationale, on va réécrire en hébreu. Mon article dit pas du tout. Mon article, c'est de dire, en fait, c'est pas ce qui se passe. En fait, c'est simplement des gens qui ont continué à utiliser l'alphabet hébreu. Ils n'ont jamais arrêté d'utiliser l'alphabet hébreu. C'est plutôt le contraire, c'est plutôt qu'à un moment donné, des scribes qui écrivent un texte en hébreu se disent, au lieu d'utiliser notre alphabet hébreu, celui que je viens de vous apprendre, sont allés chercher la cursive araméenne. Parce que, à l'époque perse, l'araméen s'impose comme langue impériale, tout l'empire perse, de tout l'empire achéménide. Et donc on dit tout le monde va utiliser cet alphabet-là, avec une belle cursive arabe qui est très belle au demeurant, et en plus très facile à écrire. Elle est plus facile à écrire parce qu'il y a moins de traits. C'est l'avantage d'une écriture cursive. On écrit plus vite, on se prend moins la tête, etc. C'est plus facile à faire. Et donc les scribes étaient évidemment formés à utiliser cette cursive araméenne, ils la connaissaient. Donc j'écris en araméen, j'utilise la cursive araméenne, j'écris en hébreu, j'utilise l'alphabet hébreu. Et à un moment donné, un scribe s'est dit, oui, bon, j'écris en hébreu, la langue hébraïque, mais je vais aller chercher la cursive araméenne. Parce que c'est quand même plus simple. C'est-à-dire que c'est les mêmes 22 lettres, hein. Les 22 lettres sont les mêmes, la forme est différente, vous voyez. C'est sûr que quand vous regardez un manuscrit comme ça, là, vous voyez bien que vous qui avez appris l'alphabet carré, vous regardez ça, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même, à la base, c'est les mêmes alphabets, c'est le même alphabet, mais qui a évolué différemment ou à un moment donné, si vous n'apprenez pas l'alphabet, vous ne savez pas lire, vous ne savez pas déchiffrer. Donc c'est pas juste, vous savez, comme quand vous écrivez en Times ou en Arial, ou en disant bon c'est le même alphabet avec des empattements différents. Ça a suffisamment évolué de façon distincte
pour qu'à un moment donné, les deux alphabets soient incompatibles. Incompatibles, disons vraiment suffisamment différents. Vous avez les 22 mêmes lettres, mais la forme de ces lettres est suffisamment différente pour qu'on ne se comprenne pas. Bon. Et donc, à un moment donné, c'est quand même intellectuellement penser à ça. Quelqu'un qui se dit, moi, j'écris la langue hébraïque avec mon alphabet hébreu que vous voyez là à l'écran. Eh ben non, je vais copier un manuscrit du livre de l'Exode, ou du livre de Jérémie, ou du livre de je ne sais quoi, du livre de Samuel, qui est donc en langue hébraïque, mais la forme des lettres, je vais aller chercher la cursive araméenne. Et donc la question, c'est de dire qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du scribe pour se dire je vais faire ça. Alors, on dit il y a des raisons matérielles, la cursive araméenne, elle est facile à écrire, plus rapide à écrire, elle est peut-être davantage répandue, on va dire. Euh, Moi, je pense aussi, mais ça, je ne l'ai pas encore publié, je suis encore en train de réfléchir. Ce sera un troisième article. Là, l'article dont je vous ai montré, que je vous ai montré en 2019, c'était le premier volet. J'ai écrit un deuxième article qui est paru en 2023 sur les manuscrits de Qumran qui n'utilisent plus que, sont passés à l'alphabet carré, mais qui utilisent encore l'alphabet paléo-hébreu pour certains. Euh, pour certains, les noms divins notamment, etc. Euh, et je vais vous montrer, il y en a un qui est super intéressant que je vous montre. Je vais juste vous en montrer un à l'écran aussi. Oui, c'est 4Q57. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Qui correspond en fait à une deuxième phase. Alors c'est pareil, tout ça c'est des nouvelles choses parce qu'avant on pensait que c'était les deux phénomènes étaient contemporains. Or en fait, en redatant les manuscrits, je me suis rendu compte que non, il y a une phase d'évolution où vous allez voir ensuite des gens qui ont basculé sur la cursive araméenne, donc ça vous reconnaissez, voilà, vous reconnaissez là pour le coup votre alphabet, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème, là vous reconnaissez bien la cursive araméenne, sauf que à un moment donné, vous voyez ici en plein milieu, vous rebasculez, là vous avez, voilà, vous avez la cursive araméenne, bet, tet, chet, vav, et puis ensuite vous basculez non plus dans la cursive araméenne, mais dans l'écriture hébraïque, avec bet, yod, he, vav, he. Et puis ensuite, vous repartez dans la cursive araméenne, ayin. Donc de temps en temps, vous avez des mots comme ça, où on retrouve de nouveau l'alphabet hébreu. Et comment ça se fait qu'on bascule de l'alphabet araméen à l'alphabet hébreu? Ça ne concerne que les noms divins. Là, vous avez le tétragramme, Adonai, Yahvé, avec la préposition bête devant. Et la préposition bête, du coup, comme elle est collée, on dit, allez hop, elle aussi, elle a le droit d'être écrite dans l'alphabet hébreu. Et donc ça correspond à une phase où les gens se disent, d'accord, moi je vais quand même utiliser la cursive araméenne parce que c'est quand même plus facile, mais quand même, quand il s'agit du nom de Dieu ou des noms divins, Adonai, Elohim, ce que vous voulez, etc., hop, je vais quand même utiliser notre alphabet à nous, notre alphabet hébreu. Et puis à partir d'un moment, on va complètement abandonner l'usage de l'hébreu. Là, j'entends dans le judaïsme rabbinique, hein, le judaïsme qu'on connaît, et c'est pour ça que l'alphabet que vous connaissez aujourd'hui, bah, c'est ça, des Bibles imprimées, etc. C'est cet alphabet-là. Mais il va y avoir des branches qui vont toujours garder cet alphabet-là. Les Samaritains, par exemple, utilisent encore aujourd'hui euh, euh, utilise encore aujourd'hui l'alphabet paléo-hébreu. Je vais vous montrer une photo d'un manuscrit. Voilà, là vous avez une photo d'un manuscrit samaritain, un manuscrit du Pentateuque. J'imagine les Samaritains ont autre chose, mais disons leur Bible, c'est le Pentateuque. Et donc vous retrouvez, alors évidemment la forme des lettres a encore évolué, mais là vous retrouvez le bet, etc. Voilà, vous allez avoir le he, le yod, etc. Donc vous allez avoir euh, euh, le haïn, le lamed, voilà. Vous allez retrouver la même. Donc eux, ils n'ont jamais cessé. Alors c'est pareil, on a longtemps dit que les Samaritains avaient ressuscité l'alphabet paléo-hébreu. Même pour certains disaient, il y avait quelqu'un qui écrivait encore récemment à l'époque byzantine. À l'époque byzantine, les Samaritains disent, bah, nous, allez, on va. En fait, c'est faux. Ce que je montre dans mon article, c'est qu'il y a un usage continu de l'alphabet hébreu. Il y a des communautés qui ont toujours utilisé l'alphabet hébreu, qui a continué à évoluer, que certains effectivement ont basculé à la cursive araméenne et que c'est cette branche-là qui s'est imposée pour devenir le judaïsme tel qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'alphabet hébreu qu'on apprend, c'est l'alphabet carré, qui est en fait, comme je disais, donc une cursive araméenne. Voilà. Ça va pour vous? C'est un peu compliqué, mais bon, comme ça vous donne un peu les idées. Oui, une question. Oui, l'alphabet hébreu, en fait l'alphabet tout court, on va dire, c'est le même alphabet qu'on a, comme je vous dis, hébreu, latin, grec, tout ce que vous voulez. Cet alphabet s'inspire des hiéroglyphes égyptiens.
Oui, bien sûr. Bah, par exemple, dans l'inscription proto-cinétique que je vous ai montrée, on fait une maison bête ou Aïn, l'œil. Vous voyez, l'œil égyptien, c'est un œil égyptien. Ouais. Voilà. Donc, en fait, on fait comme les Égyptiens. On dit, ah, bah tiens, il dessine un œil, on va dessiner un œil. Voilà, c'est ça. Il dessine une maison, on va dessiner une maison. Voilà, on va reprendre un certain nombre de pictogrammes, mais évidemment, avec le son d'une langue sémitique. Hein. C'est-à-dire que l'œil, c'est en langue sémitique que ça se dit Aïn, pas en égyptien, vous voyez. Enfin, moi, je connais pas l'égyptien ancien, il faut demander à ma sœur parce qu'elle a fait l'égyptien ancien, mais voilà. Mais donc, voilà, donc on reprend l'idée des hiéroglyphes égyptiens, mais évidemment, on va réfléchir à des mots de notre langue à nous. Donc c'est comme si moi, par exemple, le son M, on a fait une vague parce que c'est maïm, donc c'est de l'eau, mais si moi je disais, tiens, en français, maison c'est M, bah du coup, le dessin d'une maison, ce serait non pas pour le son B, bait, mais pour le son M. Vous voyez, donc ils ont cherché des mots, des dessins qui correspondaient à des mots dans leur langue à eux, qui est une langue sémitique, évidemment et non pas égyptienne. Mais effectivement, c'est ça. Et donc ça, c'est l'invention de l'alphabet. Cet alphabet, donc il y a tout un arbre généalogique, si vous voulez, de l'alphabet qui a évolué différemment. Mais donc sur la péninsule arabe, c'est pareil. Donc quand vous lisez l'arabe aujourd'hui, c'est encore le même alphabet. Il n'y a qu'un seul alphabet d'une certaine manière. Enfin, je veux dire, de tous les alphabets qu'on apprend, l'alphabet cyrillique, l'alphabet grec, tous les alphabets que vous voyez aujourd'hui, ils dérivent tous de ce même alphabet, voilà, qui vient des Égyptiens et qui a été adapté d'abord, disons, par des ouvriers sémites, et donc pour les langues sémitiques, et puis ensuite, je dis, c'est passé du côté des Grecs, des Étrusques, des Romains, etc., etc. Bon, euh, ça va pour vous? On peut regarder notre texte? Allez, on regarde notre texte ici. Voilà. Donc, voilà un exemple de ce petit ostracon qui est écrit, voyez, dans cet alphabet que vous connaissez maintenant. Donc là, comme je vous dis, on est grosso modo à la fin du royaume de Juda, 600 ans avant notre ère, à la louche, hein, plus ou moins 30 ans, on va dire. Euh, euh, qui s'écrit donc à cette époque-là de droite à gauche, là il n'y a plus de problème du tout, et qui a l'avantage d'être complet, parce qu'on a quand même beaucoup de nos ostracas là qui sont cassés. C'est-à-dire, en fait, vous voyez, oui, qui sont complètement effacés, etc., etc. Donc je vous en ai pris un qui est facile. Allez, j'ai pensé à vous quand même, vous voyez, je suis gentil. J'en ai pris un qui est assez facile, qui est pas trop mal préservé. On voit plutôt bien. Alors vous pouvez d'ailleurs, on peut mieux voir des fois parfois sur d'autres photos. Euh, je vais regarder, vous voyez. Donc ça, c'est des. Là, vous avez des. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, pourquoi il me fait ça? Pourquoi on voit pas tout? Alors, attendez. Je voulais tout montrer. Euh, euh, il faut que je reparte. Donc, je vais vous le retrouver parce que j'ai fait les photos à plein de longueurs d'onde différents. Voilà, on va y arriver. Voilà. Donc ça, c'est celui qui nous intéresse. Vous voyez, il est là. Et à d'autres longueurs d'onde, on peut le voir un peu mieux. Et on peut ensuite travailler la photo, vous voyez, pour avoir un truc qui se lit quand même plutôt bien. Donc on va travailler sur celle-là, par exemple. Alors, la première lettre que vous voyez ici, elle est un petit peu effacée, mais vous avez le trait vertical, les deux traits horizontaux, et ça dépasse ici, c'est un aleph. La deuxième lettre, vous avez comme ça le grand trait au-dessus, et le truc à la base, c'est un lamed. D'accord? La troisième lettre, vous avez la petite tête comme ça et la hampe, c'est un noun. Ensuite, vous avez la tête triangulaire avec une longue hampe, c'est un resh. Ensuite, vous avez cette espèce de zigzag avec un trait au milieu, c'est un yod. Ensuite, vous avez le trait vertical et trois traits horizontaux, c'est un he. Et ensuite, vous avez votre petite clé anglaise, c'est un vav. D'accord? Ensuite, vous avez un point et vous avez de nouveau votre clé anglaise, c'est de nouveau un vav. Donc, si vous regardez le texte que je vous ai envoyé, attendez, je vais fermer tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, il est là. Donc, je vous l'ai transcrit dans le texte que je vous ai envoyé et je vous l'ai mis en alphabet carré, comme ça c'est plus facile pour vous. Ben, vous avez ça, voilà. Alors, les points séparent les mots. À l'époque, on met des points de séparation entre tous les mots. Alors, c'est super.
surtout quand on écrit de façon un peu tassée, ça permet de, voilà. Alors, c'est super en théorie, sauf qu'en pratique, le texte, il est souvent à moitié effacé, le scribe, il oublie de mettre un point, etc., etc. Donc, des fois, ça nous complique plus la tâche qu'autre chose. On se dit, il y a un point, il n'y a pas un point, c'est un seul mot, c'est deux mots, voilà. Alors, donc ici, vous avez un premier mot, Aleph Lamed. Alors, il n'est pas vocalisé. En hébreu, Aleph Lamed, c'est quoi comme mot? El. On pense à El, c'est-à-dire Dieu, ouvert. Voilà, très bien, c'est parfait. Vous avez les deux. Non, mais c'est parfait. C'est exactement ça. Il y a une troisième possibilité en hébreu. Aleph Lamed. Personne? Est-ce que quelqu'un à distance peut me dire? Elle, elle, vers. Oui, El vert. Ça, on a dit. On a dit El vert ou Ah, pardon, El parce que, Dieu. excusez-moi, nous n'entendons pas les interventions des gens qui sont en présence. Ah oui. Si vous pouviez les répercuter. Alors, voilà, je les répète. Donc, effectivement, on m'a dit El vert et El Dieu. Très bien. Et est-ce qu'il y a une autre possibilité? Oui, je vois que Vané dit Al. Il y a aussi Al en hébreu qui veut dire personne. Ne pas. Très bien. Donc, c'est ça. Donc, effectivement, c'est la négation. Al. C'est la négation, non pas lo qui est la négation de l'indicatif, mais al qui est la négation du volitif. Je ne veux pas que tu fasses ça. D'accord? Il ne faut pas que, etc., etc. Bon. Alors, évidemment, si c'est al, il faudrait que ce soit suivi par un verbe. Là, derrière, on n'a pas un verbe. Qu'est-ce qu'on a comme mot? Le deuxième mot, c'est quoi? Non, personne? C'est un nom propre, c'est Neriahu. Un nom propre, effectivement. Neriaou, voilà. Donc, c'est un nom propre. Globalement, en hébreu, quand vous avez une finale Yahoo, Yod He Vav, c'est souvent des noms propres. Hein, Eliyahu, Yeshayahu, Yirmiyahu, Chizkiyahu, etc., etc. Vous en avez beaucoup dans la Bible comme ça. Encore aujourd'hui, Et même Netanyahou. aujourd'hui, Voilà, j'allais le dire, oui, un Premier voilà. ministre. Voilà, exactement. Donc tout ça, c'est très classique. Donc, si vous avez une finale Yahoo, vous pensez à un nom propre. Ner Yahoo, alors évidemment, les noms propres, ils ont des sens. Nunresh, la racine Nunresh, ça évoque quelque chose pour vous? Non? C'est pas le serpent, Nahra? Non, Ner, c'est pas le serpent, c'est la lumière, effectivement. Hop là. Alors, si vous regardez, je vais vous montrer à l'écran, ouais, vous tapez Ner dans votre moteur de recherche préféré, et vous avez Ner, vous avez Nerot, etc., etc. Donc Ner, en fait, c'est donc une lampe. En arabe, Nour, la lumière, etc. Voilà. Bon. Donc, euh, cette racine, vous pouvez regarder dans votre dictionnaire préféré, vous allez voir la, ce terme en hébreu, voilà, ner, on vous explique, qui est attesté dans beaucoup de langues sémitiques, puisque vous l'avez en ougaritique, hein, la lumière, vous l'avez en araméen, vous l'avez, enfin, c'est assez classique dans les. Là, c'est du punique, donc c'est du phénicien, etc., etc. Donc, la racine est une racine concave, nour, Nun Wavresh, et vous avez comme ça, ici moi j'ai le dictionnaire de Köhler et Baumgartner, là, on vous donne tous les dérivés de cette racine. Hein. La menorah, par exemple, hein, le chandelier, menorah, c'est la même racine, etc., etc. Bon. Et puis on vous dit, tiens, ici, hop, il y a quelqu'un qui s'appelle Neria. Eh oui, il existe Neria, Neriaou, ce sont des prénoms qui existent dans la Bible, on peut regarder d'ailleurs. Ici, vous l'avez dans Jérémie, vous voyez, puisque à un moment donné, on parle d'un certain Baruch et qui s'appelle, vous l'avez, alors attendez, il y a un peu trop de choses là, et on va voir que effectivement, on a donc ce Baruch ben Neriaou, qui n'est autre que le secrétaire de Jérémie, qui va devenir même dans la littérature pseudépigraphique, on aura de livres de Baruch, hein, ça existe, hein, de Baruch, etc. Et donc Baruch, il est fils d'un certain Neriaou. Alors c'est très intéressant parce que le livre de Jérémie se situe précisément vers 600 avant notre ère. Hein, c'est la fin du royaume de Juda. Et je me suis fait la réflexion que bon nombre, je suis déjà intervenu d'ailleurs dans un colloque à ce sujet, la collection sur laquelle on travaille, là, les 450 inscriptions, on a une pléthore de noms propres, on a l'appel des noms propres, et bien bon nombre de ces noms propres, on les retrouve dans le livre de Jérémie notamment, qui date de cette époque-là.
enfin, la narration du livre de Jérémie date de cette époque-là. Donc effectivement, là, vous avez on écrit un certain Nériaou. Alors je ne dis pas que c'est le même, hein, je ne dis pas qu'on écrit au père de Baruch, je ne dis pas que Baruch a existé, etc. Je ne parle pas de l'historicité des personnages du livre de Jérémie, je dis simplement qu'il y a une cohérence chronologique. Ça peut être un roman historique très bien fait, vous savez, comme, je sais pas, du Balzac, qui décrit très bien la France du 19e siècle, avec des trucs tout à fait crédibles, on s'y croirait. Même si les personnages sont fictifs, on s'attache à ce qu'ils soient crédibles. Oui, une question. Excusez-moi. Est-ce que Neria et Neriaou, c'est au fond deux variantes du même nom, ou bien est-ce que ça suppose une différence? Alors donc la question c'est de savoir est-ce que Neria et Neriaou c'est deux variantes du même nom. La réponse est oui. De manière générale, vous allez avoir toutes les finales Yahoo sont susceptibles d'être raccourcies en Ya. Yahoo étant déjà un diminutif de Yahweh, vous le contractez et puis ça vous donne Yahoo et vous contractez encore, ça donne Ya. Et donc vous l'avez aussi en finale de nom propre ou même quand vous dites Alléluia, voilà, c'est Ya. Donc Ya c'est le diminutif de Yahvé. Et donc on sait que c'est deux variantes du même prénom puisque parfois vous avez le même personnage qui peut être dont l'orthographe peut varier. Vous allez retrouver vraiment le même personnage, des fois orthographié Ya et Yahoo dans la Bible. Donc dans ces cas-là, on sait que c'est vraiment la variante du même prénom. Alors après, je ne dis pas que c'est systématiquement la même personne. En tout cas, c'est le même prénom. C'est deux variantes du même prénom. Donc on peut imaginer que quelqu'un dise, moi je préfère qu'on m'appelle Neriaou et que tout le monde m'appelle tout le temps Neriaou. Moi je sais pas, c'est pareil, je m'appelle Michael, vous pouvez m'appeler Mika, Mike, Mickey, bon voilà. Et peut-être il y a des Michael qui aiment bien qu'on les appelle Mickey, d'autres qui aiment pas. Moi, Mickey, avec ma grand-mère qui m'appelait Mickey, donc si vous m'appelez Mickey, je me dis, ou ma mère aussi, des fois m'appelle Mickey comme ça. Bref, voilà. Sinon plutôt Mike. Enfin voilà. Donc tout ça, c'est une question de préférence. Mais en tout cas, oui, il s'agit bien d'un diminutif du même prénom. Et vous verrez de façon classique, vous allez retrouver la même chose avec bon nombre de prénoms, puisque si vous regardez Elia, c'est pareil, vous allez voir, voilà, vous avez Elia, on vous dit, bah c'est Eliaou en fait, c'est évidemment donc le prophète Élie. Donc vous allez le retrouver écrit comme ça, euh, etc. Oui. C'est tétragramme, oui, c'est ça. Voilà. À chaque fois, vous avez des finalia ou Yahoo. C'est en fait, voilà, Ner, Ya, c'est Ner, c'est la lumière, Yahvé et lumière, voilà, etc., etc. Yeshayahu, c'est Yahvé et salut, il sauve, etc. Donc, etc., etc. Oui, oui, c'est tout ça, c'est Chizkiyahu, Chazak, c'est la racine de la force. Chizkiyahu, c'est Yahvé et la force, où il renforce, il fortifie. Enfin, après ça, vous pouvez jouer un peu sur le sens de la racine. Mais donc, à chaque fois, ça va vous permettre de comprendre un peu le sens du nom. Moi je m'appelle Michael, mais vous avez Mikayahu, le prophète Miché. Voilà, Mikayahu, voilà. Donc vous allez avoir Micaiah, qui est la même chose que Mikayahu, et donc c'est qui est comme Yahou, qui est comme Yahvé. Mi étant un interrogatif, on ne dit pas c'est celui qui est, on va certainement pas dire que la personne est comparable à Yahvé, au contraire, c'est une interrogation qui est rhétorique. Enfin, qui peut se comparer à Yahvé? Personne. Voilà. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc à chaque fois que vous avez des finales Yahoo comme ça, voilà. Et tout ça, alors l'étude classique, c'est Martin Noth, Israelitische Personennamen, etc. Il a fait une étude très complète sur les noms propres de la Bible hébraïque que vous allez retrouver dans un bon dictionnaire. Disons, on vous le dit, là, si je reviens à Neriaou, normalement, vous voyez, on vous le dit, vous voyez, Yahweh is my light, voilà. Bon, voilà. Donc, on vous dit que ça veut dire ça, vous voyez. Et on renvoie à justement Martin Noth, Personennamen, etc., page 167. Donc, si vous vous intéressez à l'onomastique, ce qu'on appelle l'onomastique, c'est l'étude des noms propres, vous verrez comment on construit des noms propres en hébreu. Ce qui est très intéressant, c'est que précisément, ces finales Yahoo, elles vont se généraliser à la fin du royaume de Juda. C'est-à-dire que tout le monde s'appelle quelque chose Yahoo. Pratiquement, moi j'ai fait des statistiques du coup sur les 450 inscriptions qu'on a. C'est impressionnant. Vous avez pratiquement personne des finales en L. Vous en avez plus. Ça a disparu. Elle a disparu. C'est Yahoo maintenant. Bon, donc ça c'est très intéressant pour l'étude de la religion. On en a fait un article avec André Lemaire d'ailleurs.
Je peux vous le retrouver sur l'étude de la religion. Comment on a appelé cet article? Le Maire et l'Anglois, voilà, c'est ça, 2021. Euh, euh, Judaic religion in light of Hebrew ostraka, etc., etc. Et donc on explique, alors on parle des formules de salutation, on parle de l'onomastique justement, les hypocoristiques, c'est-à-dire on ne précise pas le nom du Dieu, et puis sinon on explique que tous les noms sont yavistes, etc., etc. Voilà. Donc ça on en a parlé un petit peu brièvement, hein, mais on en a parlé dans une publication, un article de 2021. C'était préliminaire parce qu'on n'a pas encore publié tous les ostracas, mais on a déjà fait en interne des analyses. Donc, ici, comme vous avez Neriaou, un certain Neriaou, devant, ça ne peut pas être Al, parce qu'il faudrait un verbe. Alors, ça pourrait être El Neriaou, c'est-à-dire le dieu de Neriaou, mais dans le contexte, vous allez voir que le dieu de Neriaou, ça n'a pas beaucoup de sens dans la phrase. Et comme on est sur des ostracas où on écrit à des gens, on a beaucoup de correspondances, c'est plutôt logique. Si vous écrivez une lettre à quelqu'un, vous commencez par le destinataire. Hein, dans votre enveloppe, vous dites, voilà, de la part de à un tel, vous mettez l'adresse du destinataire, monsieur machin, telle adresse, etc. Donc dans une lettre, on va commencer comme ça. A, donc c'est voilà, comme Dieu qui parle à Moïse, El Moshe, et ben là c'est El Neriaou. On écrit à Neriaou. D'accord? Alors, d'écrire une lettre sur une poterie, oui, effectivement, ce que vous dites, c'est que c'est particulier. Pour nous, c'est particulier, parce qu'effectivement, on ne le fait plus. Mais les ostracas, c'est universel. Il faut vous dire qu'à l'époque, ça se fait pas qu'en hébreu, hein. Vous en avez en araméen, dans toutes les langues, en grec, en latin, vous avez des ostracas latins à l'appel. Donc en fait, tout le monde fait ça. En égyptien aussi, vous avez des ostracas égyptiens, vous en avez plein. Même ici, ce qu'on pourrait faire, si vous voulez, c'est aller au musée, à la BNU. Ici, ils ont aménagé un petit musée au dernier étage dans le nouveau bâtiment qui a été refait, etc. Alors, il n'est pas ouvert au public, il faut demander l'ouverture, mais vous pouvez demander, et vous verrez, il y a des vitrines très intéressantes, et vous avez des ostracas. Donc oui, on peut faire ça une fois si vous voulez. Je vous montre, il y a des vrais hein, sous vitrine et tout dans un petit musée. Il est très très bien parce qu'il y a plein de choses. Il y a des manuscrits, il y a des ostracas, il y a des. Pour moi, ça devrait être incontournable, disons, dans un cursus universitaire d'aller et regarder un peu quand même dans un musée. Bon, là, je vois que derrière il y a des vitrines. Ça, c'est des faux. Hein, ce que vous voyez dans les vitrines derrière, il y a des. Enfin, il y a des choses intéressantes quand même. Hein, vous pouvez regarder. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Ça, c'est des reproductions, enfin c'est quand même pas mal. Mais surtout, ce que je vous dis, c'est qu'à la BNU, vous avez un musée, et puis bien sûr, il y a des grands musées, le Louvre à Paris. Bon, bah là, forcément, là, c'est jackpot. Si vous allez là-bas, vous pourrez vous faire plaisir. Alors, La première lecture, j'ai cru que c'était différent. Vous savez, comme en islam, on a les noms de Dieu. ah, des noms de Dieu, oui. Les différentes Ah oui. invocations comme ça. Oui, oui, différentes invocations. Alors effectivement, on aurait pu imaginer que, oui, oui, El Gibor, El machin, El truc. Oui, bah, alors le problème c'est El Neriaou. Là, c'est le dieu de Neriaou, ça marche pas. Là, c'est sûr que on aurait juste El Ner, oui, le dieu de la lampe ou de la lumière, etc., etc. Et vous auriez ici autre chose, je sais pas. Bon là, bon. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, oui, je comprends, je comprends. Voilà. Non, en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Alors, une autre chose aussi qu'il faut noter, c'est que ici, on n'hésite pas à mettre les mots à cheval sur deux lignes. Puisque les mots sont séparés par des points, ça pose pas de problème de mettre un mot sur deux lignes. On n'a pas besoin de mettre un petit tiret. Nous, en français, on fait ça. Hein. Quand on met un mot sur deux lignes, on met un petit tiret, un trait d'union. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc, vous avez un vav et ensuite, au début de la ligne suivante, vous avez de nouveau, vous voyez ici, de nouveau le aleph et de nouveau le lamed. Donc, de nouveau L. Donc, et le vav ici, qui doit donc venir devant le L, c'est la conjonction de coordination. Donc, à Neriaou et à quelqu'un d'autre. Donc, on écrit à deux personnes. Alors là, c'est un peu. Voilà, vous voyez le shin, là, ici. Je peux vous montrer en couleur, si vous voulez. Bon, le problème, c'est qu'ici, il y a des trous. Vous voyez, en fait, ici, ça, c'est un trou, c'est un éclat dans le. Je ne sais pas si ça se voit bien. En fait, c'est un éclat c'est pas de l'encre. Là, vous avez le point de séparation, et là, vous avez donc le shin, et là, vous avez le mem, donc avec les petites vagues et le trait. Ensuite, vous avez le aïn, hein,
on pourrait croire que c'est un dalet, mais le dalet, normalement, il sera un peu plus penché comme ça. Le yod, de nouveau ici, le he et le vav. Alors les finales yaou, elles sont souvent très contractées. Et donc, vous avez donc quelqu'un qui s'appelle, donc la racine shama, le verbe entendre, yaou. Yaou a entendu. Donc, shma yaou. Alors, qui est certainement attesté aussi dans la Bible. Je ne vais pas vérifier s'il y a quelqu'un qui s'appelle shma yaou dans la Bible, mais voilà, bien sûr, ça existe. Vous voyez, dans Jérémie, là encore, vous voyez, à chaque fois, régulièrement, on est dans Jérémie. Donc, shma yaou, c'est un nom propre attesté dans la Bible. Donc, on écrit à deux personnes. On écrit à donc un certain Neriaou et à un certain Shmayaou. D'accord? Donc ça, c'est les destinataires. C'est déjà l'heure de s'arrêter, vous voyez. Mais on se retrouve tout à l'heure. Et donc, on va découvrir la suite du texte. On va regarder ça ensemble. S'il vous plaît. Ah oui, la vocalisation, S'il oui, vous c'est plaît. vrai. Alors, on la fera tout à l'heure. Oui, si vous voulez, on vocalisera le texte comme on faisait au premier semestre, si ça vous intéresse. Oui. S'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Excusez-moi. Oui, j'ai deux questions parce que moi, je débarque dans le cours, je suis en DU, donc je n'ai pas assisté au cours du premier semestre. Je voulais savoir s'il y a des prérequis. J'ai passé quand même quelques heures à dépioter tout ça, mais est-ce qu'il y a des techniques que vous avez abordées au premier semestre que je devrais reprendre ou, enfin voilà, j'ai une question là-dessus. Et d'autre part, j'ai une question beaucoup plus pratique. Je dois venir, donc moi j'habite dans le sud, comme ça s'entend, je dois venir à Strasbourg pour la semaine du mois de mai, pour laquelle il y a un devoir sur table. Est-ce que vous avez d'ores et déjà fixé la date de ce devoir sur table dans la semaine des examens en présentiel? Alors, je ne sais pas, tout sera sur Moodle de toute façon. Voilà. Donc ça, c'est les informations de ce type-là. Je les mets toujours, elles sont toujours à l'écrit parce que si on le dit à l'oral, voilà, oui, on peut le dire. Non, mais non, c'est-à-dire savoir si c'est vous qui le décidez ou si c'est en fonction évidemment des autres examens, parce qu'il faut. C'est coordonné, oui, c'est Gabriela Raggione qui coordonne l'ensemble de la semaine d'examen, qui fixe les créneaux, etc. Voilà, parce qu'il faut, prévoir le déplacement, le logement et tout ça. Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est déjà fait, donc si ce n'est pas sur Moodle, ça sera certainement dans les prochains jours. D'accord. Alors, question subsidiaire. C'est un devoir sur table, ce qui signifie que, j'imagine, l'ordinateur est proscrit. Non, je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi. Donc là encore, tout ça, je ne peux pas vous le dire maintenant. Oui, parce qu'une partie de ma documentation, j'imagine que c'est le cas pour un certain nombre de mes camarades, elle est sur l'ordinateur. Ouais. Donc, bon, j'ai pas mal d'instruments, j'ai acheté des dictionnaires, les grammaires et tout ça, mais j'ai une certaine habitude de recherche aussi sur ma documentation. Oui, donc, j'entends ce que vous dites, mais là encore, je pense que c'est un peu tôt pour aborder ces questions-là, parce que là, on est au début du semestre, on n'est pas à la fin. Donc, on aura, en temps voulu, on parlera de l'examen, des modalités, des dates, etc. Voilà, pour l'instant, là, on est, tout ça n'est pas encore fixé, donc je ne peux pas vous dire. Voilà, et par rapport à ma première question, c'est-à-dire, je n'ai pas assisté au premier semestre de votre cours. Non, alors là, oui, j'ai bien noté qu'il y a des étudiants qui nous rejoignent ce semestre, qui n'ont pas fait le premier semestre. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que je n'ai pas prévu nécessairement de faire de la vocalisation, parce que ça, on a fait beaucoup au premier semestre, c'est des choses différentes. Mais je peux le faire si ça vous intéresse, il n'y a pas de problème. Mais non, justement, là, j'ai pris un texte qui est simple. Le texte qu'on a là, vous allez voir, il est plus simple. Non, j'ai fait la vocalisation, j'ai réussi à faire la vocalisation. Après, le sens, c'est autre chose. Mais voilà, c'est peut-être à ce moment-là, si vos cours sont enregistrés, on peut peut-être les reprendre. Oui, bien sûr, les cours sont disponibles. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. Et si vous avez des questions particulières, vous pouvez me les poser. Là, je préfère libérer tout le monde, vous voyez, d'arrêter le cours. Je comprends. Je suis toujours disponible après les cours pour répondre à des questions. Entendu. Voilà. Mais là, comme ça, puis en plus, il y a un autre cours qui commence juste après. Donc, merci. À tout à l'heure, en tout cas. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, on se retrouve, n'oubliez pas, on se retrouve tout à l'heure. C'est 13h30, je crois, pour la suite du cours. Donc, voilà. Bonne fin de matinée. À tout à l'heure.